Et commencer à présenter un petit peu l'équipe là qui vous accueille. Donc bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis très contente de voir le nombre de participantes et de participants qui sont déjà là. Donc l'équipe d'Oser le féminisme et en particulier celle de Oser le féminisme 13. Euh, vous présente un webinar dans le cadre du matrimoine. Alors, juste quelques mots pour vous donner quelques consignes. Auparavant, donc, c'est un peu frustrant, mais c'est la règle du jeu. Tout le monde a son micro qui est coupé, ainsi que la caméra. Mais vous allez pouvoir communiquer. Comment? En écrivant dans le chat. Donc, en bas de votre écran, vous devez voir une petite bulle là, chat. Et là, vous allez pouvoir écrire en particulier vos réactions et surtout vos questions au fur et à mesure de l'avancée de la conférence. Donc, alors quelques mots sur notre association pour les personnes qui ne la connaîtraient pas. Donc, Oser le féminisme, c'est une association qui a 11 ans maintenant. C'est une association qui veut proposer une analyse de la vision du monde avec les yeux de l'égalité et remettre les femmes à leur place, dans leurs droits. On parle des droits des femmes et des filles. Donc ici, on va en particulier remettre les femmes à leur place au cours de l'histoire, mais plus particulièrement de l'histoire de l'art. Donc on veut diffuser nos analyses féministes pour changer le monde, pour voir reculer et abolir le sexisme, le racisme et la lesbophobie en particulier. Alors, aujourd'hui, on va parler matrimoine. Donc, matrimoine, c'est un mot qui est peu utilisé, voire même carrément inconnu de la plupart d'entre nous. Moi-même, avant d'entrer aux féminisme, je ne connaissais pas ce mot. Pourtant, Christine de Pisan au XIVe siècle l'utilise déjà. Donc, c'est un mot du français. Il est tout à fait normal de pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas une invention des féministes. Et ce matrimoine, effectivement, il signifie que nous avons à dire quel est l'héritage culturel, l'héritage matériel aussi, éventuellement, de nos mères. Et puis, on voit que, par exemple, nous, on porte le nom de notre père, enfin moi, pour ce qui me concerne, peut-être pas toutes les personnes dans la liste des auditrices et des auditeurs, mais le nom, il est patrimonial et donc nous, on revendique qu'il puisse y avoir aussi du matrimoine, y compris d'ailleurs dans la transmission du nom au sein des familles. Alors, l'intérêt de mettre en avant le matrimoine, c'est d'abord une question de justice, bien évidemment, et d'égalité. C'est aussi parce que ça a une grande incidence sur la manière dont se représentent les femmes et les filles. On sait par exemple, et des études scientifiques nous montrent que les petites filles à l'âge de 5 ans déjà considèrent qu'elles ont moins de capacité intellectuelle que les garçons. Donc, d'une manière générale, cette absence de modèle féminin dans tous les domaines, et en particulier dans celui de l'art, eh bien, ça pénalise la représentation qu'ont les femmes et les filles de ce qu'elles peuvent devenir, et puis aussi les hommes qui vivent avec nous de ce que nous sommes potentiellement aussi. Voilà, donc Laurence Dionigui aujourd'hui, elle est là et on la remercie parce que c'est une personne qui a beaucoup voyagé d'une part, qui est conférencière et autrice. Elle a rédigé plusieurs ouvrages et nous, ce qui nous a intéressé, c'est celui qui s'intitule Les grandes oubliées de l'art et en particulier, c'est voué aux sculptrices et aux peintresses. Voilà. Donc, elle utilise les bons mots. Les peintresses, c'est aussi un mot qui est qui qualifie voilà, les femmes peintres. Et donc, on lui a demandé de nous présenter un peu les grandes lignes de sa réflexion sur la question de savoir comment peut-on expliquer qu'il y ait aussi peu de femmes
dans les livres d'histoire, par exemple, quand on parle d'histoire de l'art. Et comment se fait-il qu'on imagine que finalement, quelque part, la création artistique, ça soit quelque chose un petit peu d'un peu plus masculin que féminin. Donc, comme on lutte contre tous ces stéréotypes, eh ben, aujourd'hui, on a Laurence qui va nous apporter des billes. Voilà, Laurence, je te laisse la parole. Merci. Bien, merci à vous de m'avoir accueilli. Alors effectivement, le mot peintresse, j'ai voulu le mettre sur la couverture du livre parce que c'était un mot qui avait disparu de la circulation, du moins de l'Académie, du dictionnaire de l'Académie française, et qui a été remis à l'ordre du jour récemment. Si vous suivez un petit peu la féminisation des métiers, comme le métier d'autrice aussi, qui avait disparu et qui existait au même titre que peintresse il y a 300 ans. Alors justement, ce que tu disais, Marie-Paul, par rapport à la représentation des femmes, dès qu'elles sont petites filles, elles n'ont pas de modèle ou très peu de modèles féminins. Alors je me permets juste de faire une publicité pour ce magazine pour lequel aussi je collabore, qui s'appelle Femmes ici et ailleurs, où il n'y a absolument aucune publicité et ce ne sont que des femmes inspirantes qui sont mises à l'honneur, des femmes décédées ou pas décédées, de tous les pays du monde, ici et ailleurs, donc de tous les continents, pour montrer qu'il y a toujours eu des femmes qui ont joué un rôle extrêmement important dans tous les domaines, sauf que, eh bien, elles n'avaient pas la place qu'on leur doit et surtout qu'on ne les connaît pas. Et donc, c'est effectivement le thème d'aujourd'hui, les grandes oubliées de l'art, parce que justement, il y a eu énormément de femmes artistes. Généralement, quand on pose des questions, citez-nous des femmes artistes, c'est toujours les mêmes qui ressortent. Donc, ce qui m'a un petit peu interpellée, généralement, c'est des femmes du XXe et du XIXe siècle. Alors, pourquoi? Parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque. Donc, ça, je ferai une chronologie par rapport à tout ça. Et surtout parce qu'il y avait aussi beaucoup plus de médias, beaucoup plus de personnes qui s'intéressaient à l'art en général, et surtout qu'il est répertorié. Donc, il y avait des traces écrites, car pour pouvoir exister, il faut pouvoir être répertorié dans des catalogues, savoir qu'est-ce qu'on a peint, qu'est-ce qu'on a sculpté, quand, etc. Alors, pour illustrer donc le diaporama, j'ai mis ce tableau qui est tout à fait parlant. Je ne sais pas si vous connaissez Adélaïde Labigue, c'est une grande concurrente d'Elisabeth Vigée-Lebrun, une des rares académiciennes. Il y a eu 15 académiciennes en 150 ans, ce qui est très très peu. Elles étaient limitées en nombre. Je reviendrai sur cette partie. Et donc, ce tableau qui est absolument magnifique, c'est un autoportrait. Vous voyez, donc c'est donc la peintresse, donc Adélaïde Labigue, qui se peint et elle montre, donc elle a ses élèves derrière, elle dit « Je m'affirme en tant qu'artiste et donc j'ai cette reconnaissance par rapport aux hommes au même titre que vous ». Ce tableau, si vous l'admirez, eh bien, il va falloir prendre l'avion et aller à New York, parce que quand le musée du Louvre est devenu un musée, eh bien, il a estimé qu'il n'était pas suffisamment beau, suffisamment intéressant, donc il n'en a pas voulu et il a été vendu et acheté par, je crois que c'est le MoMA, donc à New York. Donc c'est pour vous montrer déjà que beaucoup de tableaux, déjà parce qu'ils étaient peints par des femmes, n'avaient pas la même valeur que ceux des hommes, parce qu'ils ne présentaient pas le même intérêt. Alors, généralement, on peut se poser des questions, pourquoi il y a eu peu de femmes et s'il y avait peu de femmes, est-ce qu'on pouvait reconnaître leur art? Est-ce qu'il y avait un art masculin ou un art au féminin? Alors là, vous voyez, j'ai mis donc deux peintures. Là, j'en ai mis 3. Quand on regarde comme ça, on peut se demander homme ou femme. A priori, il n'y a rien qui peut déterminer si c'est un homme ou une femme qui peint. Alors, bon, là, c'est dommage qu'on n'a pas l'interaction. Généralement, j'aime bien demander si vous les connaissez. Alors, généralement, celui-ci, on le connaît un petit peu plus. Je ne sais pas si on voit la petite flèche. Eh bien, c'est Elisabeth Vigée-Lebrun, dont j'ai parlé il y a 2 secondes, qui était la grande concurrente d'Adélaïde Labigue, qui a fait un scandale, entre guillemets, quand elle a présenté cette allégorie, parce que justement, elle présentait une allégorie et qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Elle n'avait pas le droit de le faire parce qu'elle était limitée, les femmes, dans les genres de peinture. Je vous dirai un peu plus tard lesquels. Alors justement, pourquoi elle n'a pas été, son tableau a quand même été présenté pour pouvoir entrer à l'Académie des Beaux-Arts? C'est parce qu'elle avait une marraine, et pas des moindres, qui n'était autre que Marie-Antoinette. Bon, donc forcément, ça aide. Donc là, c'est une allégorie. Donc les femmes n'avaient pas le droit de faire ce type de peinture. Elles étaient limitées en genre. Là, à côté, on la connaît un petit peu moins. C'est le milieu surréaliste. C'est une Espagnole qui était mariée avec un Français, qui a connu André Breton, donc qui a vécu au Mexique.
c'est Remedios Varros. On la connaît très très peu en France, on la connaît un petit peu plus au Mexique, parce que c'est là où elle est décédée, ou en Espagne. Et pourtant, quand on regarde un petit peu ses peintures, donc je vous invite à un petit peu regarder qui est cette peintresse, eh bien, elle pourrait totalement appartenir au même titre que ses homologues masculins du mouvement surréaliste. Ces trois œuvres également, bien sûr, ce sont des femmes. Et bien là, par exemple, celle-ci, c'est Nives Oscaris, c'est la seule femme de l'école de Nice, qui est un mouvement, bon, je suis de Nice, un mouvement artistique qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, et donc qui dit plus ou moins toujours, bon, il y a eu pas mal de renouveau, et c'est la seule femme parmi 27 artistes, et on continue de l'appeler Monsieur, bon, parce qu'elle fait des sculptures aussi très, très grandes, très, très pesantes, c'est du fer hein, qu'elle forge, et donc, elle continue, je la connais, elle est vivante et elle continue de recevoir des courriers régulièrement au nom de monsieur, parce qu'une sculptrice ne peut, bon, même encore aujourd'hui, surtout que c'est des choses très très grosses qu'elle présente, ne peut être qu'un homme. En bas, c'est Marie Raymond. Marie Raymond, on ne la connaît pas, elle a eu le prix Kandinsky en 1946. C'est la mère d'Yves Klein. Yves Klein, tout le monde le connaît. Par contre, Marie Raymond, qui a initié la peinture à son fils, on la connaît beaucoup moins. C'est toujours pareil, donc c'est toujours dans l'ombre des hommes ou dans l'ombre des fils artistes. Et ici, alors ça c'est assez curieux, cette sculpture est de Sarah Bernard, l'actrice qui avait aussi un autre don en dehors de la comédie. Elle était aussi artiste et sculptrice qui faisait des choses extraordinaires. Donc voilà, on connaît donc pas Sarah Bernard uniquement en tant qu'artiste. Et donc Marie Raymond ou bien Nives ou encore Vigée Lebrun ou Maria de Remedios Varros, on les connaît beaucoup moins. Un petit peu moins Vigée Lebrun parce qu'il y a eu pas mal d'articles et de diaporamas qui ont été faits, enfin pas de diaporamas, des documentaires. Mais bon, ça reste assez récent. Donc pourquoi c'est assez récent? J'y viendrai aussi pendant le diaporama. Alors, un art au féminin, on peut se poser la question effectivement parce que les femmes étaient limitées, comme je le disais au départ, elles étaient limitées qu'à des portraits ou des autoportraits, des natures mortes, des paysages, des thèmes religieux et des scènes de la vie quotidienne. Donc là, par exemple, vous voyez donc au XVIe siècle, Sophonisba Anguissola, donc qui est en train de jouer aux échecs avec sa famille. Elle regarde, donc c'est elle en fait ici, hein, donc là c'est elle. Et souvent, il y a ce regard qui regarde le spectateur en disant « Moi aussi, je peins. Ok, je suis limité, je ne peux pas faire ce que je veux, mais je joue sur le même registre que vous parce que je peins de la même manière que vous, même si je ne peux pas faire ce que je veux. » Ici, on est au 19e siècle, donc là, il y a un peu plus de liberté, donc des scènes de la vie quotidienne, surtout en pleine révolution industrielle, où ces femmes, donc, avec les milieux ouvriers, qui se peignaient avec la difficulté qu'elles pouvaient avoir et rencontrer à l'époque. Alors, Anna Klamp, c'était la compagne de Rosa Bonheur, dont je parlerai également un petit peu plus tard. Un art au féminin également, toujours parce que ces femmes-là n'avaient pas le droit de faire de nu. C'était absolument interdit parce que c'était contraire aux mœurs. Hein, c'était pas, même les femmes nues n'avaient pas le droit de se représenter nues. Donc, il y avait quelque chose de dérangeant chez ces messieurs. Pas de portrait en pied, c'est-à-dire des pieds jusqu'à la tête, donc uniquement des bustes. Hein, c'est pour ça qu'on a énormément de bustes et beaucoup d'autoportraits et de portraits. Sur des petits formats uniquement, alors que ces messieurs avaient le droit de faire des très très grands portraits, hein, comme on a pu voir, on peut en admirer au musée du Louvre. Elles, c'était toujours des petites choses, donc forcément, c'était pas visible ou peu visible. Et bien entendu, pas de scène de genre ou d'histoire. Donc, Vigie Lebrun, avec son allégorie, elle avait fait un scandale parce qu'elle n'est pas venue pour entrer à l'Académie des Beaux-Arts avec des fleurettes ou des oiseaux ou un portrait religieux. Elle est venue avec une allégorie. Donc là, quelques exemples. Sophie Chéron, donc, qui peint une Santa Magdalena. Le bouquet de Blanche Audin aussi, qui a eu beaucoup de succès. Et donc les blanchisseuses, donc toujours ce milieu fin 19e, où il y a vraiment eu une revendication des premières suffragettes. On le sent aussi dans les peintures, donc à la fin du 19e siècle. Alors pour comprendre un petit peu tout ça, alors là je vais aller assez vite, c'est sur l'éducation des femmes avant de rentrer dans le vif du sujet. Eh bien, c'est que, bon, comme vous le savez, les femmes avaient très peu de droit à l'instruction ou c'était assez limité. Alors déjà, la femme, elle devait être éduquée. C'était une notion entre le 14e et le 18e siècle, puis ensuite instruite. Alors, son rôle, c'était de devenir une bonne épouse, une bonne mère, entretenir le foyer, avoir une bonne conversation, voilà, bon, tenir un peu les comptes aussi, donc vers le 17e siècle, le 16e siècle.
Mais donc, c'était toujours assez limité quant à l'enseignement reçu. Des travaux domestiques, le catéchisme, hein, c'était la gardienne des bonnes mœurs, hein, donc la transmission de la religion auprès des enfants. Donc, elle apprenait des choses que pour être agréable dans le monde de la haute société ou même au niveau de la bourgeoisie, même si la bourgeoisie, c'est une notion qui s'est développée plus tard. Donc, musique, dessin, poésie, bon, et donc littérature. Pas de cours de mathématiques ni de philosophie. Ça viendra beaucoup plus tard. Surtout qu'il fallait surtout pas qu'elles pensent, hein, pour la philosophie. Où est-ce qu'elles allaient recevoir cet enseignement? Dans les couvents, hein, essentiellement, ou un précepteur qui venait, qui était souvent un homme d'église, des pensionnats, puis après donc des maisons d'éducation laïque et des écoles pour jeunes filles à la fin du XIXe siècle. En revanche, donc à partir de la Révolution française, la femme, elle peut monter à l'échafaud, elle peut payer des impôts, elle peut aussi divorcer, mais elle peut bien sûr toujours pas voter. Alors, ce qui est intéressant aussi, je crois que vous aviez fait un petit focus sur le code de Napoléon Ier, qui nous a bien on va dire, fracassé, entre guillemets. Là, c'est au niveau de la loi, parce qu'il y a quand même un code et que c'est extrêmement important, parce que c'est la loi, donc on s'appuie dessus. Donc, les femmes étaient considérées comme des personnes privées de droits. Elles étaient privées de droits juridiques. Elles étaient des mineurs, des femmes mariées, des criminels ou des débiles mentaux. Donc déjà, ça fait, on voit tout de suite dans quel état d'esprit les hommes considéraient la femme, qui était en fait autre qu'une personne à leur service. Hein. On était, si on peut dire, domestiqués. Hein. Ils géraient notre sexualité en gérant notre ventre, hein. Donc d'où la virginité qui était extrêmement importante. Le fait que la femme bien éduquée, de bonnes mœurs, eh bien, elle était forcément vierge et n'allait pas tromper son mari. Et quand ces messieurs avaient des envies, ils allaient donc chez les prostituées qui existent depuis, on va dire, la Mésopotamie et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Mais disons qu'il y avait des maisons qui existaient, qui étaient donc entretenues et de manière très licite, dans le sens où il y avait des impôts qui étaient prélevés. Et c'est comme ça d'ailleurs que la chapelle Sixtine donc, a été peinte grâce à l'argent, grâce au bordel, hein, si je puis dire, que les religieux entretenaient et avaient donc, à côté des monastères. Ça, c'est rigolo. Alors, Napoléon, le code Napoléon de 1804, donc là, il met légalement, donc c'est écrit, hein, donc c'est quand même assez fort. Hein. Voilà, donc c'est le statut qu'il a trouvé pour les femmes. Avant, il n'y avait pas de statut. Donc, il leur interdit de signer des contrats, de gérer les biens. Elles sont exclues totalement de la vie politique. Pas le droit de travailler sans l'autorisation du mari. Ça, c'est jusqu'à très peu de temps. Hein. Je crois que dans l'assistance, il y a certaines dames qui ont dû demander l'autorisation de leur mari pour pouvoir avoir un chéquier, pour travailler. On est dans les années 1965, hein, c'est pas si vieux que ça. Interdiction de voyager à l'étranger sans autorisation du mari. Voilà. Et puis bien sûr, le devoir conjugal n'existe pas, hein, mais il n'y a pas de viol entre époux, donc on est toujours dans cette culture du viol, hein, qui en fait est je dirais, légalisée dans le code Napoléon. Alors la Révolution française, elle n'a pas du tout aidé les femmes dans ce sens-là, juste le divorce, hein, si on peut dire, mais Napoléon donc, est arrivé par derrière et a donc donné un statut à la femme, donc là, légalement infériorisé, et l'a donc mis au service de la femme. Là, c'est des chiffres, c'est peut-être pas très intéressant. Donc, l'école obligatoire en 1881, le baccalauréat à partir de 1924, et en 68, la mixité dans les écoles. Bon, ça, c'est pas très intéressant. C'est juste pour voir un petit peu le déroulé. Donc, très vite, ça s'est fait fin 19e siècle. Hein, aussi, pourquoi? Parce qu'on est en pleine révolution industrielle. Les femmes revendiquent, la société change. Et puis on a besoin d'elles. On a besoin d'elles dans les usines, on a besoin d'elles pendant la Première Guerre mondiale, elles ont été très présentes, elles ont travaillé. Donc il faut quand même leur trouver un statut qui puisse évoluer. Et puis aussi, il y a aussi une chose très importante, c'est la laïcité. En 1905, la séparation de l'Église avec l'État. Donc ça a quand même aidé, disons, pour les femmes à leur acceptation dans la société et avoir un rôle, pas au même titre que les hommes, mais disons avoir une visibilité, on va dire. Donc là, c'est le droit de vote en 1944. Les premières qui ont pu voter, c'est en 1906, en Finlande, chez les femmes. Après la Première Guerre mondiale, Clémenceau a refusé le droit de vote aux femmes, alors que ça avait été demandé par les députés, parce qu'elles étaient des proies facilement manipulables, d'après le président de la République de l'époque. Donc, c'était niet niet.
Alors, malgré tout cela, donc je suis allée vite, hein, donc vous avez vu, donc pas de visibilité, pas de droit, donc légalement, ce sont des femmes qui sont inférieures au service des hommes, donc eh bien, il y a quand même certaines femmes donc, qui ont pu, malgré le fait qu'elles aient été écartées totalement, socialement, politiquement parlant, de la vie économique, sociale et politique, certaines ont réussi à briller, notamment dans les arts, à vivre de leur art, à se faire reconnaître et accéder donc à cette notoriété si importante et cette reconnaissance. Les femmes artistes. Alors, la première fois qu'on a entendu parler des femmes artistes, eh bien, c'est Pline l'Ancien. On est en moins 23 avant Jésus-Christ. Et donc, dans ses écrits, il parle qu'il y avait, bon, j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a beaucoup. Eh bien, elle peignait, elle sculptait surtout, et donc, au même titre que les hommes, et certaines gagnaient même plus que les hommes. Et donc, pour lui, c'était tout à fait naturel qu'une femme peigne, enfin, c'était tracé, hein, donc, et donc, il les cite. Donc, et là, vous voyez en bas, Diboutade ou l'origine de la peinture, on attribuerait même la peinture en tant que telle à Diboutade, donc une femme grecque qui peignait donc son amant, là, du moins on voit son visage, là, sa silhouette, donc à Diboutade, donc avec quelque chose de plus fin, disons, les textes grecs. Donc, bon, ça fait un moment que l'Antiquité. Après, pour pouvoir exister, pour qu'ils puissent avoir ces noms, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse les noter. C'est ça, justement, la problématique. S'il n'y a personne qui donne Lala de Sicycle, Timarède, Aristarète ou Diboutade ou toutes ces autres personnes, on ne peut pas avoir de témoignage. À partir du moment où il n'y a pas de nom, de catalogue, où il n'y a pas quelqu'un qui note quelque part donc ce nom d'artiste, eh bien, ces femmes, elles sont complètement oubliées, elles disparaissent complètement. Alors, au Moyen-Âge, qui a duré quand même 800 ans, ce qui est intéressant, il y a eu bien sûr des femmes artistes. Alors, il n'y en a eu pas énormément, donc c'est toujours pareil, peut-être qu'il y en a eu plus, mais qu'elles n'étaient pas répertoriées. On note surtout la naissance du marché de l'art. Ça, c'est intéressant comme notion parce que jusqu'à présent, bon, ben, voilà, c'était pas vraiment un marché hein, chez les Grecs, les Romains. Donc, au début du Moyen-Âge, c'était un art voilà, qui était représentatif. Bon, après, donc, l'art est devenu vraiment plus fin, plus important, tout simplement parce que c'était aussi un moyen de propagande. Et l'art, au Moyen-Âge, était un art qui était sacré. Donc, c'était des représentations religieuses principalement. Alors, le marché de l'art, il est né plutôt dans le nord de l'Europe. Les artistes, mais vraiment artistes en tant que manuels, donc les graveurs, les sculpteurs, les peintres, etc., ils se regroupaient sous forme de guildes. Ces fameuses guildes donneront les guildes Saint-Luc. Saint-Luc, c'est le patron des peintres, des graveurs, des sculpteurs, qui deviendront ensuite des académies, Académie Saint-Luc, où donc on pouvait apprendre à recevoir un enseignement. Les femmes, bien sûr, ne pouvaient pas y rentrer parce que, bon, ben voilà, c'était mélangé avec des hommes. Et puis, donc, leur rôle était de faire des enfants, de s'occuper du foyer, donc d'être agréable à l'homme, comme on l'a dit dans la première partie. Mais certaines femmes ont quand même réussi à y rentrer vers le 14e siècle, 15e siècle. Donc, on est vraiment fin 19e, fin Moyen-Âge, donc début Renaissance, avec bien sûr une évolution de la société. Alors, il y avait quand même des ateliers qui étaient dirigés par des maîtres et souvent, il y avait beaucoup de femmes artistes parce que c'était le père qui enseignait ou le mari qui enseignait l'art, donc la sculpture, la peinture ou l'enluminure à leurs filles. Et bien sûr, les filles n'avaient pas le droit de signer leurs œuvres. Alors, ces femmes-là, donc, comme elles avaient, c'est très fine au niveau de manuellement parlant, donc la broderie, tapisserie, tissage et enluminure, pas de peinture comme on peut l'entendre, hein, comme on l'entend dans le sens où des portraits, choses comme ça, c'est plus tard que ça vient. Donc, on est vraiment du XIIe siècle. Donc, c'est des enluminures qu'on trouve à cette époque-là. Donc, souvent, ce sont des nonnes donc, ou des filles d'artistes, comme je le disais. Ces femmes-là allaient donc recevoir cet enseignement artistique dans des couvents des monastères, donc au même titre que l'enseignement général, entre guillemets, qu'elles ont pu recevoir, et dans l'atelier de leur père. Alors, il y en a quelques-unes, hein, donc pareil, il y en a eu très peu, hein, donc, qui sont venues jusqu'à nos jours comme nom. Hildegarde de Bingen, qui est connue parce qu'elle était aussi musicienne, écrivaine, bon, elle était abbesse. Hérald de Landsberg également, poétesse, musicienne, et également c'est la rédactrice de la première encyclopédie. Ça c'est intéressant parce que bon, ben voilà, c'est elle qui a créé, donc qui a répertorié un tas de noms, de notions, etc. Et c'est elle qui a fait ces illustrations. Elle en a fait 636. Vous en avez une à côté.
donc à la main. Donc c'était un travail très très fin, donc des enluminures essentiellement pour cette partie du Moyen-Âge. Du côté donc des sculptrices, pareil, il y en a très peu. D'abord, les sculptrices, eh bien, c'était un travail qui était difficile, qui était physique. Il n'y avait pas beaucoup de femmes sculptrices. Sabine von Steinbach, XIIIe siècle, elle a été donc initiée par son père, qui était maître sculpteur. Et là, vous voyez, ce sont 4 statues qui se trouvent sur la cathédrale de Strasbourg. Donc, c'est elle qui les a faites. Elle était même en concurrence avec son père, d'ailleurs, ce qui avait posé quelques problèmes de famille. Et donc, on voit bien donc, cette transmission de l'art, donc du père à la fille, ou parfois entre époux, mais c'était souvent le père qui enseignait à sa fille ou ses filles, hein, quand des fois il se trouvait qu'avec des filles, donc il était obligé de faire avec. Parfois, donc, elles signaient, parfois non. Début 12e, 11e siècle, elles ne signaient pas leurs œuvres. Après, elles commençaient un petit peu plus à signer, à s'émanciper, à s'affirmer. En bas, vous avez donc une illustration du roman de la Rose. Alors, Jeanne de Montbaston, on est 14e siècle. Vous voyez, donc là, on a quand même fait un petit bond de 100 ans quand même. Donc, elle, alors officiellement, elle aurait fait que 42 illustrations, donc toujours pareil, ces petites enluminures du roman de la Rose, mais officieusement, elle aurait tout fait sur les 143 enluminures. Mais ça ne pouvait pas s'avouer parce que c'était forcément son mari qui devait faire les 3/4, puisque une femme qui était aussi douée dans ce domaine-là, et donc ça pouvait aussi donner droit à des revendications et des idées à d'autres femmes. Alors, Renaissance, c'est bien sûr extrêmement important dans le sens où il y a beaucoup de femmes peintresses et sculptrices, surtout des peintresses du côté de nos amis italiens. Alors, bien sûr, donc, il y a un renouveau au niveau des mentalités. Il y a les personnes sont, enfin, il y a une découverte des Amériques, bien sûr avec le commerce, l'astronomie, la Terre n'est plus plate. Il y a un schisme avec la religion, il y a le protestantisme qui apparaît, donc il y a une remise en cause de la chrétienté, du catholicisme du moins. Donc, du coup, voilà, on remet en cause tout ça et surtout, on redécouvre les textes anciens donc, et les arts. Donc, les arts, mais à tous les niveaux, la musique, les arts, donc la sculpture. On découvre ces magnifiques statues sous l'Antiquité, les Grecs et les Romaines. Et donc, du coup, ça donne des nouveaux thèmes, des nouvelles perspectives chez les artistes qui en avaient peut-être un peu marre de faire toujours des thèmes religieux, hein, donc ou les thèmes ou pas des peintures, oui, enfin, des représentations de batailles, donc pendant la guerre de 100 ans, ou des châteaux, des paysages, mais c'était donc, on sortait un petit peu de ce contexte-là. Et donc, grâce à toutes ces techniques qu'ils ont pu redécouvrir, il y a eu donc des nouveaux thèmes et donc de nouvelles techniques. Ils ont aussi vu qu'ils pouvaient peindre à l'huile. Et surtout, ils se sont éclatés, si je puis dire, dans tout ce qui est le nu, et bon, les années sur les hommes, et tout ce qui est thème de la mythologie. Alors c'est intéressant parce que du coup, les artistes hommes, qui aussi n'avaient pas vraiment le droit de peindre au niveau du Moyen-Âge des personnes nues, eh bien, à la Renaissance, elles s'en sont données à cœur joint, mais sous des figures mythiques, hein, ou bibliques. Hein, donc, vous pouvez représenter des personnes Minerve ou Athéna ou Suzanne, c'était des références bibliques, donc, mais sous le couvert de la mythologie ou des thèmes bibliques. Donc ça, c'est intéressant, parce que les femmes aussi, donc, qui n'avaient pas le droit de peindre des nues, elles sont quand même peintes nues sous d'autres traits. Alors, c'est là qu'apparaît la notion d'artiste, hein, parce qu'avant, c'était plus des artistes en tant que des manuels, disons, des corporations. Là, c'est la notion où on a de l'inspiration, on a des intuitions, on se lâche un petit peu dans l'art, même si bien sûr tout est canalisé, il y a des codes, tout est très académique dans l'art, surtout un petit peu plus tard sous Louis XIV. Et l'art, bien sûr, ne pouvait être que d'inspiration masculine. Les femmes ne pouvaient pas avoir d'intuition, ne pouvaient pas avoir d'inspiration, puisque ça ne se conjuguait qu'au masculin. Puis la femme, forcément, elle faisait des enfants, s'occupait du foyer, donc elle était au service de l'homme, donc elle n'avait pas cette intelligence, entre guillemets, pour créer cette créativité artistique. Alors, ce qui est intéressant également sous la Renaissance, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes peintresses et sculptrices, c'est qu'il y a eu une concurrence entre les monarques et entre les riches commerçants, hein, comme on l'a vu avec la découverte des Amériques, avec également donc, le commerce qui se développait à droite et à gauche, la société qui change. Et il y a des fortunes qui se sont créées, je pense au Médicis
principalement, et il rentre en compétition pour s'attirer le meilleur artiste ou la meilleure artiste pour les glorifier, puisque l'art est aussi un moyen de propagande. C'était aussi le seul moyen de communication de l'époque. Il n'y avait pas les journaux, il y avait encore moins Internet. Donc, du coup, forcément, c'était des portraits, c'était comme on est vu sur un cheval, on se grandissait, on était dans un beau paysage, etc. Donc, c'était extrêmement important d'avoir un bon artiste qui sache bien vous représenter, qui sache bien dessiner, et donc, du coup, qui avait pignon sur rue, et donc, qu'on rémunérait gracieusement pour pouvoir se l'avoir et à sa solde et puis se démarquer dans la société. Donc, à ce moment-là, il y a eu les premières peintresses, surtout chez les Italiennes, même si elles n'avaient toujours pas le droit de peindre des nus, de toujours faire des portraits en pied, pas le droit d'apprendre la sculpture, l'architecture dans les guildes Saint-Luc, les académies Saint-Luc, donc toujours via leur père ou leur époux, donc c'était toujours assez limité, donc c'était des femmes qui avaient ou des moyens, donc pour pouvoir ou être pour celles qui n'avaient pas de parents, enfin du moins de père dans ce milieu-là, donc c'était limité à une catégorie de la population. Donc toujours pareil, donc limité autoportrait, miniature, etc. Des thèmes liés à la religion, petit format. Donc les hommes avaient le droit de faire tout comme d'habitude, donc des portraits, des peintures de genre, des scènes de la vie quotidienne. Donc du coup, elles se forment dans l'atelier de leur père. Alors, par exemple, le Tintoret, donc sa fille, on ne savait pas à la fin de sa vie si c'était le Tintoret qui peignait ou si c'était sa fille, parce qu'elle ne signait pas vraiment ses œuvres. Alors, je vais vous donner quelques noms de peintresses. Donc, Katharina van Emessen, donc elle est rentrée à la guilde de Saint-Luc d'Anvers. Et donc, pareil, donc, initiée par son père, donc elle rentre à la cour de Bruxelles, comme donc, puis celle de Castille. Donc, elle a quand même réussi à avoir un certain niveau de compétences et de notoriété pour être remarquée à l'époque et rentrer comme peintresse officielle dans ces différentes cours monarchiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces toiles étaient signées avant son mariage et après, elles ne sont plus signées. Là, on la voit ici, toujours pareil. Elle regarde le spectateur et elle est en train de peindre. Barbara Longhi, donc là, elle a fait un petit peu, elle a osé une allégorie. Là, on la voit avec une licorne. Elle s'est représentée sous les traits d'une vierge. Donc, c'est pas elle, enfin, c'est son visage, mais bon, c'est une forme d'allégorie. Beaucoup d'œuvres ont été attribuées à son père. Donc là, il y a tout un travail aussi qui est en train d'être fait depuis, on va dire, en fait, depuis Balance ton port et MeToo, où on redécouvre qu'il y a eu un tas de femmes, alors à tous les niveaux, pas que dans les arts, mais dans la musique, dans l'astronomie, dans les mathématiques, etc., qui avaient aussi donc inventé ou trouvé ou eu des œuvres extraordinaires, et que ce n'était pas le mari, le père, le frère, c'était bien elle. Donc il y a tout un travail maintenant de recherche par rapport donc, au carbone 14 et les différents types de pigments qui étaient utilisés pour voir un petit peu si c'était l'époque plutôt du père ou de la fille, pour pouvoir réattribuer donc les œuvres d'art. Alors, Sofonibar Anguissola, c'est intéressant parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une des rares artistes qui n'a pas eu un enseignement fait par son père. C'était une humaniste, donc son père a voulu qu'elle ait un enseignement très complet. Donc, bien sûr, c'est une famille argentée, en disant, c'est pas donc la jeune fille qui est née dans un village rural, un petit village où vous savez à peine lire et écrire, surtout à l'époque, c'était pas obligatoire l'école, ça n'existait pas. Donc, forcément, c'est un certain niveau. Alors, elle a donc pareil, elle a été initiée par Michel-Ange, elle a pris des cours avec lui, et elle est rentrée à la cour d'Espagne. Donc, ça, c'est donc pour montrer le niveau de notoriété. Et elle n'a pas le droit de signer ses toiles. Donc, vous voyez, donc il y a quand même donc, ces noms-là, je ne sais pas si ça vous parle, mais on les connaît guère. Lavinia Fontana, le premier nu, vous voyez ici, donc sous les traits de Minerve. Alors, elle aussi a eu énormément de succès et elle était bien aimée, on va dire, du pape de l'époque, donc Clément VIII, qui l'a nommée peintre de la cour. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir un petit peu, donc du coup, selon dans quel milieu on évolue, les gens qu'on connaît, les faveurs qu'on peut avoir, eh bien, on a une certaine notoriété, une reconnaissance, on peut vivre de son art, c'est-à-dire qu'on a des commandes et on peut en vivre, on peut avoir un atelier.
Et cela, c'est bien sûr, c'est une femme parmi je ne sais combien. Ça reste très limité, car comme je disais, c'était des femmes qui avaient un certain niveau. Il fallait que les parents puissent les envoyer dans des couvents pour recevoir un minimum d'instruction, ou bien compléter par des cours dans les guildes, ou donc auprès d'autres artistes. Souvent, aussi, elles avaient des enseignements faits par d'autres artistes, d'autres peintres ou sculpteurs. Elles complétaient ainsi leur formation, mais ça reste vraiment très marginal. Puisque les 3/4 des femmes, elles restaient à la maison, elles faisaient des enfants, ou alors elles travaillaient au champ, enfin bon, c'était assez limité. Alors Plotina Nelly, elle est vraiment extraordinaire. Pareil, donc elle, c'est un marchand, son père c'était un marchand, donc aucun enseignement du père des toutes petites. Et elle, donc elle rentre à 14 ans au couvent et c'est une des premières femmes à avoir fait un tableau qui fait plus de 7 mètres de long, là, donc la scène qu'on voit ici. Donc elle a osé faire une scène alors que ce n'était pas du tout de son registre. Donc quand même, il y avait de temps en temps, même s'ils avaient des droits qui étaient très limités en termes de peinture ou de sculpture, il y en avait certaines qui osaient, qui peignaient et dont les œuvres étaient exposées et remarquées. Et ce qui est intéressant, c'est ce texte donc de Giorgio Vasari, qui donc lui a répertorié, donc on est donc à la Renaissance, au XVIe siècle, le nom des artistes de l'époque. Et il la cite. Et là, c'est bien parce que là, il dit, Plotina Nelly aurait fait des choses merveilleuses si, comme les hommes, elle a vu la possibilité d'étudier, de pratiquer le dessin et de représenter des sujets vivants naturels. Donc là, c'est extraordinaire parce que c'est un homme qui est un amoureux des arts, qui reconnaît que Plotina Nelly a extrêmement douée et qu'en fait, le fait d'être femme, eh bien, ça l'empêchait d'avoir une carrière bien plus importante, d'avoir bien plus de notoriété et donc d'avoir plus de reconnaissance, de voyager, d'être appelé dans les différentes cours pour pouvoir repeindre, sculpter. Donc, c'est intéressant de voir cette reconnaissance déjà de l'époque des hommes, certains hommes, vis-à-vis du travail féminin. Là, vous voyez, on dirait vraiment l'époque de Léonard da Vinci. Donc, on est vraiment dans cette mouvance. Hein, donc, Et là, en 2017, il y a une mise à l'honneur qu'en 2017 en Italie. Donc, pareil, donc, avec tous les mouvements récents, Balance ton port, MeToo, etc. Et on a redécouvert ces artistes. Les Italiens ont redécouvert toutes ces femmes de la Renaissance et donc maintenant font de plus en plus souvent des expositions. Donc, comme je disais, recherche un petit peu, gratte un petit peu les toiles pour voir si c'est bien de telle personne et pas de telle autre. Et donc, font des expositions et les remettent à l'honneur. Mais c'est un mouvement qui est très récent. Alors, bien sûr, il n'y a pas que chez les Italiennes ou les Françaises, il y a aussi chez nos amies les Anglaises. Et donc, Livina Benach, qui est très intéressant parce qu'elle aurait conçu le grand sceau d'Angleterre. Alors, un conditionnel, parce que suppose, mais bon, vu que l'époque pour une femme, le grand sceau d'Angleterre, ça ne pouvait être fait que par un homme. Donc, dame d'honneur, etc. Donc, peintresse officielle à la cour d'Angleterre. Donc, quand même des hauts niveaux. Hein. Et ces noms-là, eh bien, franchement, quand on pose des questions, citez-nous des peintres de la Renaissance, des peintresses, eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui nous viennent à l'esprit, hein, contrairement à ces messieurs. On en arrive au XVIIe siècle. Alors là, c'est intéressant, le XVIIe siècle, parce que bon, il y a eu vraiment une explosion des arts sous Richelieu et surtout sous Louis XIV. Il y a toutes les académies qui se sont créées, hein, donc l'Académie de musique, de sciences, l'Académie française, l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648. Et là, donc du coup, il y a un mouvement aussi qui change un petit peu. Donc il y a aussi, bien sûr, donc là, là on est dans le classicisme, donc avec des normes. C'est intéressant parce que l'Académie royale, donc comme c'était une institution à la propagande des rois, enfin l'art de manière générale était à la propagande soit de la religion ou soit des monarques, mais Louis XIV a vraiment marqué ce pas dans le sens où lui, donc on le voyait magnifique sur ses tableaux, c'était vraiment un moyen de propagande extrêmement important. Et donc, du coup, il voulait normer les normes académiques. C'était donc cette institution-là qui disait qui était artiste, qui n'était pas, comment on devait peindre et comment on devait peindre. Donc, c'était extrêmement important pour un artiste de pouvoir entrer en tant qu'élève à l'Académie royale de peinture et de sculpture.
Alors, bien sûr, les femmes, eh bien, elles se sont présentées, elles aussi. Comment on se présentait? On venait avec un morceau d'architecture, une peinture et une sculpture qu'on présentait ici, vous voyez, au salon. Il y a un salon qui a été créé où il y avait vraiment, c'était énorme. Il y avait des peintures, les peintures d'un côté, les sculptures de l'autre. Il y en avait absolument partout. Hein. Vous voyez, là, il y a les personnes en bas là, qui sont dessinées. Et là, il y en a absolument je ne sais pas si on pouvait voir en haut, admirer un tableau qui était en haut. Donc, il y en avait absolument partout. Et c'était vraiment un lieu où on se côtoyait, où on venait faire son marché, on venait justement choisir un artiste pour qu'il puisse vous tirer le portrait, si je puis dire. Et c'était vraiment un lieu extrêmement prisé et incontournable du milieu artistique. Alors les académiciennes, comme je disais, la première, elle est rentrée qu'en 1663, alors que l'académie, elle a été créée en 1948. Et c'est Catherine Duchemin, la première académicienne, peintre de fleurs. Elle faisait des petites fleurettes parce que, bien sûr, elles n'avaient pas le droit de faire la même chose que ces messieurs. Elles avaient des cours qui étaient différents, donc pareil, des petits portraits, pas des grands portraits, pas de peinture de genre, pas de peinture historique, pas les mêmes cours donc, sur l'histoire, sur la Bible, pour avoir des thèmes, pour avoir des inspirations. Et bien sûr, pas le droit de concourir au prix de Rome. Le fameux prix de Rome, c'était un prix qui était extrêmement prestigieux. Une fois que vous l'aviez obtenu, vous alliez à la Villa Médicis pour peaufiner votre enseignement. Et là, c'était vraiment, c'était un prix extrêmement important parce que ça vous ouvrait toutes les portes. Les femmes n'ont été autorisées à concourir au prix de Rome qu'à la fin, qu'au début du XXe siècle. 20e siècle, c'est incroyable. Et grâce à Hélène Berthaud, je parle d'elle un petit peu plus tard, et non plus, donc c'est incroyable. Donc pendant 300 ans, c'était impossible pour elle de pouvoir participer à un concours. Un concours, voilà. Alors, donc, entre 1648 et la Révolution française, elles ne furent que 15 académiciennes. Elles étaient limitées parce que du coup, elles venaient toutes avec leur morceau d'architecture qu'elles présentaient au salon. Alors, on dit, ah bah ça, c'est pas mal, ok, on présente. Après, bon, essayer de voir si elles pouvaient rentrer, etc. Et comme il y en avait beaucoup, bah, ils ont décidé qu'il fallait limiter leur nombre. Alors, l'Académie Saint-Luc ferme donc ses portes en 1777, n'a pas le même prestige que l'Académie royale de peinture et de sculpture, parce que c'est elle vraiment qui forme les artistes. Et quand vous sortez de là, vous êtes sûr de trouver du travail, parce que vous avez des normes académiques qu'on demandait, hein, puis donc vous avez cette manière d'embellir les choses ou de faire une certaine propagande du mécène qui vous demande de travailler pour lui. Et donc, ces dames-là, eh bien voilà, je vous ai mis quelques noms, les premières académiciennes. Alors, je ne sais pas si ces noms vous disent quelque chose, mais franchement, on ne peut pas dire que ça sort naturellement, hein, tous ces noms-là. Là, vous voyez, il y a Anna Dorothea, là, donc, avec son monocle, des fleurettes. Donc là, autoportrait, là, Ellie, voilà, donc des petites, voilà, donc rien à voir avec les peintures de ces messieurs. Donc, toujours limité. Donc, et puis là, vous avez des catégories. Portrait de tiriste, donc miniaturiste, portrait de fleurs. Vous voyez, donc là, des petits pigeons, là, j'en avais vu tout à l'heure des petits pigeons. Alors, donc, parmi ces académiciennes, donc, comme je vous disais, les rares qui ont pu rentrer, bien sûr, elles ont eu du succès. Donc, il y a eu par exemple Chéron, Elisabeth Sophie Chéron, qui a sur un premier diaporama, là, il y avait un portrait de Santa Magdalena, là, une religieuse. Elle a commencé très tôt. Alors, c'est intéressant parce que comme elle était fille d'artiste, donc tout de suite, les pères mettaient ces filles à travailler, à les initier. Donc, c'est intéressant de voir, c'est l'âge. Toutes ces femmes, elles ont commencé très tôt à vendre. Je ne dis même pas à peindre, à sculpter, ou à faire de l'émail, ou de la gravure, ou à travailler sur l'art, mais à vendre. C'était incroyable. Elle a commencé extrêmement jeune. Elle avait vraiment un don extraordinaire pour certaines. Et donc, y avoir du succès très, très jeune. Alors, ce qui est intéressant avec cette Sophie Chéron, c'est qu'elle a fait un mariage blanc. Parce que, bon, là, il fallait qu'elle se marie. Parce que, bon, voilà, toutes les femmes, c'était leur lot, hein, à moins de toutes devenir veuve. Bon, donc, le divorce, bon, ça existait, mais bon, ça c'était quand même mal vu. Donc, elle fait un mariage blanc pour pouvoir tenir un salon mondain et pouvoir exposer ses toiles. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que souvent, pour rentrer à l'Académie des Beaux-Arts, donc parmi ces 15 peintresses et sculptrices,
eh bien, il fallait souvent avoir une aide. Alors, elle, c'était Colbert, entre autres. Alors, un petit focus sur Artemisia Gentileschi, que vous connaissez. Alors, pourquoi on connaît Gentileschi? Parce qu'il y a eu tout simplement des documentaires sur elle. Et là, vous verrez que je vous donnerai quelques exemples où on les connaît. Par exemple, Camille Claudel, parce qu'il y a eu un film sur elle. Avant, on ne la connaît absolument pas. Donc, c'est toujours pareil. À partir du moment où on les sort de l'ombre, où on s'intéresse à leur vie, où on fait des recherches sous forme de portraits, de vidéos, de films, etc., et bien tout de suite, elles deviennent connues du grand public. Et donc, du coup, c'est gravé dans la mémoire. Donc, c'est important de montrer qu'il y a eu énormément de femmes et de les tirer de cet oubli et de montrer ce qu'elles ont pu faire. Alors, Gentileschi, bon, elle a eu un destin tragique. Elle a été violée par un des apprentis de son père. Bon, c'est une fille d'artiste. Donc, elle étudie l'académie en Italie de peinture. Et elle, donc, elle appartient au mouvement caravagiste. Donc, cette peinture, ce mouvement extrêmement violent, quand on regarde un petit peu, donc cette violence au niveau des choix, elle aurait pu prendre autre chose ou appartenir à un autre mouvement qui lui parlait. Là, elle a choisi celui-ci parce qu'il lui parle bien plus, parce qu'il est violent. Là, on dit que dans cette peinture, les bras sont trop gros et que ce serait en fait des cuisses. Et là, ce serait donc un peu comme un viol à nouveau qu'elle aurait redessiné, qu'elle aurait retransposé, enfin son viol, parce qu'elle a vraiment été, c'est pas que le viol en lui-même, c'est qu'elle a été humiliée, donc il a fallu vérifier qu'elle avait bien été violée. Enfin, c'était assez extrêmement éprouvant, extrêmement compliqué et traumatisant pour elle. Et donc, Gentileschi, donc, elle est rentrée donc, chez les Médicis, donc c'est mécènes amoureux des arts extrêmement importants, donc cette famille extrêmement importante là, et assez controversée dans leur manière d'être et de vivre, n'est-ce pas? Et elle est rentrée à la cour d'Angleterre. Elle se peint nue et cache ses toiles. Elle les a jamais exposées, ces peintures. Là, c'était pour le côté italien. Là, on arrive donc au XVIIIe siècle avec les Lumières, les révolutions, les régressions, surtout pour les femmes. Donc là, Louis XIV meurt, l'art se libère davantage, il est beaucoup moins académique. Et c'est là où on voit un petit peu cet art, donc les fêtes galantes avec Watteau notamment, ou Fragonard, où il y a une aristocratie oisive et libertine qui se développe. Il y a vraiment toujours pareil, donc un art plus léger, plus gai, des portraits plus frais, on va dire, qui sont proposés. Donc, il y a aussi une évolution et les peintures qui changent. C'est les courants artistiques. Donc, il y en a eu plein à ce moment-là. Donc, rocaille, rococo, baroque, néoclassique, j'en ai mis quelques-uns. Et de plus en plus de salons, donc de clubs, de cafés. Donc, la France est vraiment à la mode, déjà sous Louis XIV, mais ça continue donc sous la régence de Louis d'Orléans, où effectivement donc l'art français, le classicisme français est prisé, copié, donc dans tous les milieux, même au niveau de l'art. Également, là, ce qui est intéressant, c'est la remise en cause de l'esclavagisme, parce qu'il y a une peinture aussi qui est intéressante, là je vous l'ai mise un peu plus tard. Là, la Révolution française, donc là, à ce moment-là, les femmes n'ont plus le droit de rentrer, de suivre un enseignement à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Elles sont renvoyées dans leur foyer. La Révolution française, avec son lot de terreur, de monarchie, de révolution. Donc, du coup, comme elles ne peuvent plus suivre un enseignement aux académies, l'académie Saint-Luc a fermé. L'Académie royale de peinture, de sculpture leur est fermée. Donc, du coup, elles vont dans d'autres salons, d'autres endroits pour pouvoir exposer, et des ateliers privés ou des amis peintres ou des personnes qui ont peint, des professeurs, pour pouvoir continuer de peindre. Mais bien sûr, ça reste limité et c'est quand même une entrave à l'enseignement. Alors, Vigée Lebrun, alors elle, c'était donc avant la Révolution française, parce qu'elle est académicienne. Donc elle, comme je disais, elle a une marraine, donc, qui n'est autre que Marie-Antoinette, dans Yerques, qu'elle a représentée ici. Alors là, ce tableau a fait scandale parce qu'elle est représentée non pas avec un habit d'apparat comme une reine doit être représentée, mais en robe de tulle. Alors c'était un vêtement très simple, même s'il est bien chapeauté, mais bon, c'était quand même, c'était pour la rendre un petit peu, donc côté propagande,
la rendre plus sympathique aux yeux des Français qui la détestaient. Donc là, c'est le côté, voilà, je suis un peu comme vous, je m'habille simplement, bon, je mets un beau chapeau, mais j'ai une robe de dessus, j'ai pas des froufrous, etc. Et on a accusé Élisabeth Vigée-Lebrun de justement d'embellir ces tableaux, d'être à la solde de Marie-Antoinette qui était détestée. Et donc, du coup, forcément, donc, quand il y a eu la Révolution française, elle a dû fuir. Donc, Élisabeth Vigée-Lebrun, elle a dû fuir et elle est revenue 12 ans après. Donc, on la voit avec sa fille, Julie. Et donc, comme elle avait énormément de succès, bien sûr, on l'a traitée de catin, de tout ce que vous vouliez. On l'a mise en concurrence avec Adélaïde Labille. Donc, c'est le premier portrait qu'on a vu, la première toile, où il faut aller à New York pour aller l'admirer, puisque le Louvre estimait qu'elle n'avait absolument aucun intérêt pour faire partie des achats. Et Adélaïde Labille, elle, elle s'est rangée du côté des révolutionnaires. Hein, donc, là, on voit Robespierre. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu la propagande, hein, donc à travers l'art, comme je le disais, qui a déjà démarré, depuis toujours, hein, comme c'est un moyen d'expression, mais disons que selon les époques, ça a été plus important. Voilà, donc après, elle a réussi, grâce à ses appuis, auprès des révolutionnaires, à avoir une bourse et à donner des cours de peinture, donc à être autonome financièrement, ce qui était assez rare pour l'époque. Quelques peintresses. Donc là, pareil, Marie-Guilhem Benoît, qui a fait aussi, qui est une académicienne, qui a été, elle a fait un portrait. Alors, je sais pas si, moi, je sais que je l'ai vu au Louvre. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le premier portrait d'une femme de couleur noire qui est habillée avec les vêtements d'esclave, donc en blanc, vous voyez, donc elle est habillée en blanc, son chapeau, son turban blanc, mais qui regarde le spectateur. Donc, il y a toujours cette notion du regard où elle le toise, où elle toise la personne, et en disant, je suis peut-être considérée comme une esclave, ou alors on est en train de parler de la fin de l'esclavagisme, mais je suis au même niveau que vous, je vaux autant que vous en tant que blanc et noir. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait scandale, parce que c'était la première fois qu'un artiste ou une artiste peignait donc une personne de couleur de cette manière-là, et pas implorante, en train de servir, ou déchiquetée ou coupée en morceaux selon des batailles. Donc, c'était vraiment un être humain, tout simplement. Alors, Marie-Guilhem Benoît, pareil, après son succès, elle ouvre une école d'art réservée qu'aux femmes. Donc, ça, c'est intéressant de voir un petit peu le côté un peu féministe de l'époque. Donc, on est en pleine révolution, où les femmes revendiquent, elles vont dans les tribunes, elles veulent le droit de vote. Et donc, elle veut, comme elle voit qu'elles sont complètement écartées de la vie politique, donc du coup, certaines décident de faire une école que pour les femmes, puisque de toute façon, elles ont été évincées de l'école de l'Académie des Beaux-Arts. Et donc après, ce qui se passe, c'est qu'elle doit abandonner la peinture car son mari accède à un poste important sous la Restauration. Donc là, c'est aussi intéressant de voir cette femme-là qui avait un succès en tant qu'artiste, avec des thèmes qui étaient différents. Eh bien, voilà, ça reste une femme qui est mariée avec un homme qui décide pour elle. Donc, elle arrête de peindre. En bas, vous avez une autre peinture de Anne Weiler-Koster. Pareil, donc elle a proposé une allégorie. Vous voyez, donc c'est pas des pigeons, des fleurettes, etc. C'est les arts, les attributs des arts. Et donc, qui a fait moins scandale que celle de Vigée-Lebrun, peut-être moins percutante, et elle est devenue chef de cabinet de peinture de la reine Marie-Antoinette. Et ce qui est intéressant, c'est que les critiques de l'époque, pareil, ils ont reconnu cette femme en tant que peintresse, disaient d'elle qu'elle peint comme un habile homme. Donc, il la compare, sa peinture, à celle d'un homme. Donc, elle est autant, comme elle peint aussi bien qu'un homme. Donc, la comparaison, c'est comment une femme peint forcément moins bien, mais elle peint comme un habile homme. C'est intéressant de voir toujours le jugement de l'homme sur le travail de la femme. Bon, après, c'est pas très étonnant, depuis l'époque, bon. Alors, du côté des sculptrices, il y en a quand même moins, tout de même. Anne-Marie Collot, donc il y a eu beaucoup de commandes de la part de Catherine II, donc l'impératrice de Russie, portraitiste, proche des milieux philosophiques, très proche de Diderot. On voit son portrait ici. Et elle s'arrête
à la Révolution française de sculpter et elle s'occupe de sa famille. Donc, c'est monsieur qui décide. Julie Charpentier, académicienne également, donc présente plusieurs fois ses œuvres au salon. Donc, et donc, elle par contre, même en tant qu'académicienne, elle n'a pas réussi à vivre de son art. Ça a été extrêmement compliqué. Donc, des petits boulots. Elle ne vivait pas bien. Cette femme-là, bon, c'est intéressant parce qu'elle a fait quand même l'Académie des Beaux-Arts avant qu'elle ne soit fermée. Et voilà, donc elle n'a pas réussi à avoir des commandes suffisantes pour pouvoir vivre de son art. Donc, c'est toujours des médaillons, des bas-reliefs, vous savez, dans les mairies, ou des frises, des choses comme ça. Donc, c'est extrêmement difficile donc, pour les femmes artistes de vivre de leur art si on n'est pas marié ou si on n'est pas veuve, riche veuve. Alors, au 19e siècle, donc, il y a de plus en plus de femmes, même si elles n'ont pas le droit à l'école des beaux-arts, mais elles ont des ateliers à côté qui se développent. Donc là, on est vraiment dans un siècle aussi qui change aussi. La mentalité change, même s'il y a une instabilité politique au début du 19e siècle. Il y a l'électricité, il y a le chemin de fer, il y a le réaménagement des villes. C'est important aussi parce que l'art va à l'extérieur. Il y a des statues qui sont de plus en plus présentes dehors. Ça, c'est important aussi. Ça veut dire que l'art aussi se montre davantage. Il est moins élitiste. Il est à la portée de tous, à la vue de tous et toutes. L'école devient obligatoire, on l'a vu donc en 1881. Donc au départ, bien sûr, c'était pas le même. Au début, il y avait, comme d'habitude, c'était les jeunes filles des villes qui allaient à l'école et après, c'était obligatoire pour celles qui vivaient dans les campagnes. Bien sûr, l'enseignement était différent, mais bon, il y a quand même de plus en plus d'émancipation. La société change et certaines femmes artistes voyagent seules, elles s'émancipent. L'Académie des Beaux-Arts change de nom, devient l'Académie royale de peinture et de sculpture, devient l'Académie des Beaux-Arts, donc en 1816. Et viennent également tous ces courants artistiques qui viendront éclater l'art académique, hein, donc des Beaux-Arts, maintenant ça a changé de nom, symbolisme, réalisme, romantique, etc. Ça c'est important et c'est très intéressant parce que justement ça a permis donc, à beaucoup de femmes de s'exprimer en tant qu'artistes. Donc, du coup, comme je disais, comme vous n'avez pas le droit d'accéder à l'Académie des Beaux-Arts, elles se forment dans des académies privées, donc par exemple l'Académie Rodin, l'Académie Colorassi, l'Académie Julian, ou l'Académie Julian, d'ailleurs, une des premières académies, enfin la seule, donc la première, qui a autorisé à peindre des nus masculins et des nus féminins. Donc, il y a toutes les dames qui voulaient peindre des nus officiellement, sans se cacher. Donc, on est quand même mi-19e siècle quand même. Hein. À ce moment-là, donc, comme je disais, il y a une remise en cause des normes académiques avec Manet qui donc, a été refusé avec ses tableaux. Donc, il a créé le salon des refusés. Donc, il y a aussi d'autres salons qui ont été créés, des salons que de femmes. C'est Hélène Berthaud qui en a créé un notamment. Donc, je reviens sur elle un petit peu plus tard. Donc, l'union des femmes peintres et sculpteurs. Donc elle ne disait pas peintresse ni sculptrice parce que ces mots-là n'existaient pas dans le dictionnaire de l'Académie française de l'époque. Donc, il a été aussi une des premières artistes féministes. Il y a aussi, ce qui est intéressant, l'essor de la photographie qui était considérée comme un art mineur, ce n'était pas un art majeur. Hein. Les arts majeurs, c'est vrai que je n'ai pas dit ça, les arts majeurs, c'est les arts, c'est l'architecture, la peinture et la sculpture, et les mineurs, c'était le décoratif, c'était les petites choses en fait, donc c'était plutôt les femmes qui étaient là-dedans, les choses fines, voilà. Donc, et les hommes, c'était les arts majeurs. Donc, la photographie, au départ, c'était un art considéré comme mineur. Et au départ, c'était plutôt des photographes femmes qui ont commencé à photographier. Après, c'est les hommes qui ont récupéré cet art-là et l'ont développé. Alors, ce qui est intéressant avec la photographie, c'est qu'on photographie l'extérieur, où l'art se développe davantage parce qu'on prend une photographie chez un photographe, et on demande à l'artiste, ben voilà, est-ce que tu peux me faire 10 portraits comme ça, ou essayer de me faire comme ci, comme ça, de 3/4. Donc, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se faire tirer le portrait à travers une photo, alors qu'avant, c'était l'artiste qui se déplaçait ou qui devait donc rester un certain nombre de semaines pour pouvoir peindre toute la famille. Là, c'est plus facile, c'est la famille qui se déplace avec 10 photos et donc, comme ça, ils récupèrent les 10 tableaux à la fin. C'est intéressant, du coup ça développe, du coup ça permet il y a une demande et il y a un marché, donc du coup il y a aussi beaucoup plus d'artistes et de femmes artistes. C'est pour ça qu'on les connaît davantage au 19e siècle.
Alors, quelques noms de femmes de l'époque, donc Claudel, qu'on connaît, Berthe Morisot, donc mouvement des impressionnistes, Abéma, Cassatt, etc. Là, c'est l'Académie Julian, avec un petit garçon là qui pose. Alors, vous imaginez en train de peindre avec les chapeaux, les grosses, les corsets, les robes longues. C'était assez compliqué quand même. Hein. Le corps n'était absolument pas libéré. Hein. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour les années folles, notamment pour retirer tout ça. Là, c'est de Claudel, Camille Claudel. Donc là, on voit qu'il y a plein d'ateliers, qui se créent, il y en a énormément. Alors, un petit focus sur Marcello. Alors ça, c'est assez rigolo. Il y a eu très peu de femmes, finalement, qui ont peint sous un pseudonyme ou sculpté. Marcello fait partie d'une d'entre elles. C'était bon, une riche veuve, hein, donc elle était suisse. Et donc, elle s'installe à Paris. Paris, c'était l'endroit où the place to be, hein, quand on est artiste. Après, ça s'est déplacé sur New York. Maintenant, c'est la Chine. Et elle présente 3 œuvres, des sculptures sous un pseudonyme de Marcello, puisque en tant qu'Adèle d'Afri, ben, ça ne fonctionne pas. Et donc, bingo, elle est remarquée par l'impératrice Eugénie. Et donc, du coup, ben, elle est vite démasquée. Et donc, ils se sont rendus compte que c'était une femme qui sculptait merveilleusement bien et que ce n'était pas un homme. Alors là, vous voyez, c'est la Pitti. Si vous voulez admirer cette magnifique sculpture, il faut aller à l'Opéra Garnier, donc à Paris. Elle y est. C'est intéressant. Et ça a fait scandale à l'époque parce que le directeur de l'opéra avait acheté cette sculpture et on estimait que voilà, ce n'était pas possible. En plus, c'est juste devant l'entrée, donc on rentre dans le hall, elle est au milieu, on ne voit qu'elle. Et il fallait que ce soit une sculpture d'un monsieur. Et là, c'était une sculpture d'une femme, même si en bas c'est marqué Marcello. Donc, mais bon, dans le milieu artistique de l'époque, tout le monde savait que Marcello, c'était Adèle d'Afri. Alors, vous voyez, elle meurt à 43 ans. Alors, c'est aussi pour ça qu'on connaît moins les femmes artistes. C'est que donc, déjà, comme je le disais, il faut qu'elles soient répertoriées. 2, il faut qu'elles continuent de peindre, de sculpter, même quand elles ont une famille. Et souvent, elles mourraient jeunes et elles mourraient en couche. Donc, du coup, quand on meurt à 80 ans, quand on meurt à 43 ans, eh bien, il y a toutes ces 40 années de non-vie, entre guillemets, eh bien, c'est de non-vie artistique. Donc, forcément, il y a moins d'œuvres de ces femmes-là quand on meurt jeune. Voilà. Donc, ça, c'est important parce que forcément, on mourrait en couche. Bon, en dehors des maladies, mais l'accouchement, c'était quand même extrêmement compliqué. Hein, donc, au niveau de la mortalité. Alors Rosa Bonheur, alors c'est intéressant Rosa Bonheur parce que elle n'a pas voulu se jouer sur le même registre que ces messieurs avec ou des allégories ou des portraits de l'extérieur. Elle, c'était les chevaux, c'était les bœufs, c'était les cochons et surtout c'était de très grands tableaux. Elle dit, je m'en fiche, bon, on est quand même fin 19e siècle, donc là maintenant on laisse un peu les femmes en paix, maintenant on peut faire des nus, etc. Et donc, elle a fait sa niche, hein, c'était donc vraiment une niche qui a eu un succès tellement important que la reine d'Angleterre l'a reçue je ne sais combien de fois et lui a demandé je ne sais combien de portraits, ce qui a donc fait sa renommée et son succès. Et elle a même eu, d'ailleurs, c'était la première femme à avoir eu la Légion d'honneur. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et également, ce qui est intéressant, c'est que tous les 6 mois, elle s'adressait à la préfecture pour demander le droit de travestissement. Et le droit de travestissement, c'était le droit de porter un pantalon. Parce que ces femmes-là, les femmes de l'époque, elles n'avaient pas le droit de mettre de pantalon parce que c'était très codifié, les femmes en robe, les hommes en pantalon. Et elle voulait un pantalon parce qu'elle disait que pour dessiner des bœufs, des cochons, des poules, etc., c'était sale, ces robes qui étaient très longues, et ça traînait dans la bouse, et donc c'était pas très propre. Donc elle demandait tous les 6 mois, donc il y a un document qui était accordé régulièrement donc à Rosa Bonheur pour qu'elle puisse mettre un pantalon et peindre, donc exercer son métier quelque part dans des vêtements qui étaient tout à fait adaptés à ce qu'elle souhaitait, à son métier. Alors, entre parenthèses, le droit de travestissement, il a été aboli il n'y a pas si longtemps que ça, et je crois, mesdames, si certaines ont dû aller à l'école, au lycée, donc en robe, jusque dans les années 68-70. Hein, donc, ça ne fait pas si longtemps que ça que les femmes peuvent mettre des pantalons de manière normale, hein, comme aujourd'hui. À l'époque, on ne pouvait pas mettre un pantalon pour aller au lycée. Je parle des années 50, hein, 50-60. Hein, donc, ce n'est pas si vieux que ça. Hein. Alors, j'aime bien Eva González parce qu'on justement, on ne la connaît pas.
Eva González qui appartient au mouvement impressionniste, hein, comme on peut voir un petit peu donc ces petits pixels, ces petites peintures, etc. Donc avec des mouvements, on voit l'extérieur, on voit dehors. Hein, donc c'est encore que là, elles sont pas trop. J'aurais dû prendre des photos plutôt d'extérieur, hein, parce que comme du coup avec la, oui, il y a la gouache, donc du coup on n'est plus besoin d'être en atelier. On prend son chevalet, on prend sa palette et on prend ses peintures, ses petites gouaches dans sa petite boîte et on va peindre à l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est. Du coup, ça n'a rien à voir avec les normes académiques de l'époque, mais bon. Donc du coup, il y a tous ces mouvements de l'extérieur, ce côté un peu bourgeois de l'époque qui était peint. Et donc Eva González en fait partie, au même titre que Morisot, Cassatt, etc. Et elle a été extrêmement saluée, son travail, par Émile Zola. Donc une reconnaissance, hein, de taille. Et elle meurt, comme je disais tout à l'heure, à 34 ans. Donc, très peu d'œuvres sont restées, comme beaucoup de femmes qui mouraient en couche. On ne la connaît pas, Eva González. Alors, non, on ne la connaît pas parce qu'il y a des œuvres, mais pas énormément. Et on ne la connaît pas parce que, voilà, parce on connaît plus Berthe Morisot par rapport à Manet, voilà, plus qu'autre chose. Donc, Hélène Berthaud, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, alors Hélène Berthaud, c'est la première sculptrice à avoir fait un nu. Et regardez-moi ce nu comme il est absolument magnifique, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir, hein, au nu de la Renaissance ou du XVIIIe siècle, où ces femmes étaient exaltées, même extrêmement sensuelles et très érotiques. Bah là, Hélène Berthaud, elle propose un petit Gaulois, hein, voilà, donc il est assez pudique, il est très, si on regarde, franchement, ça ne fait pas rêver. Bon. Et voilà, donc c'est le premier nu, elle a osé un premier nu, c'est le prisonnier gaulois exactement qui s'appelle cette sculpture. Donc la première, on va dire, artiste féministe dans le sens où elle a fait des pieds et des mains pour que les femmes reviennent à l'Académie des Beaux-Arts. Elles ne rentreront qu'en 1881. Et qu'en 1903, elles pourront concourir au prix de Rome. Vous imaginez, c'est incroyable, alors que l'Académie des Arts, on va dire, a été créée en 1648. Donc, c'est incroyable, quoi. Donc, elle est partie à Chicago aussi. Elle a participé avec plein de femmes artistes, dont les impressionnistes, les femmes que j'ai citées tout à l'heure, pour proposer leurs toiles donc, à Chicago. Donc, il y a vraiment un mouvement déjà à la fin du 19e siècle de féministes où les femmes voulaient, en tant qu'artistes, être reconnues et se regrouper entre elles. Alors, aux États-Unis, c'était un peu plus ouvert que nous, à l'époque. Et donc, il y a eu beaucoup de salons de femmes artistes. Et elle faisait vraiment bon, pareil, pour aller à Chicago, où il fallait avoir des sous quand même pour payer le bateau. Hein, donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors voilà, donc aussi lors de l'exposition universelle de 1889, c'est la première sculptrice à avoir reçu une médaille d'or. Donc la reconnaissance aussi, ça passe aussi par les prix, par les médailles. Et donc, si à chaque fois on a des freins où on ne joue pas sur le même registre, eh bien c'est clair que voilà, on n'a pas la même reconnaissance, d'où également les commandes, la notoriété, le train de vie, etc., etc. Alors là, on est donc au début du XXe siècle. Donc là, pareil, donc on continue sur la lancée avec l'explosion des courants artistiques. Duchamp qui casse complètement les codes avec son urinoir. Là, donc, l'art devient plus du tout esthétique en tant que tel, il devient vraiment conceptuel. C'est-à-dire c'est une conception, c'est une notion philosophique, c'est des revendications. C'est intéressant comme concept parce que du coup, bah, pareil, ça ouvre plus de champs à tous et à toutes. Et donc, on peut exposer ce qu'on veut et en dire ce qu'on veut, vu que c'est une sensibilité personnelle avec un historique derrière ces arts, cet art contemporain. Alors, donc, bien sûr, début XXe siècle, on continue au niveau de la technologie, avec l'électricité qui rentre de plus en plus dans les foyers. Il y a les guerres, les nouveaux transports qui se développent de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est les années folles. Ah non, c'est après les années folles. Les premières médaillées du prix de Rome. Ça, c'est intéressant parce qu'on ne les connaît pas. Ça, c'est fabuleux. Donc, de 1903 à 1968, c'est la fin du prix de Rome. C'est Malraux qui a décidé de plus décerner de prix de Rome. André Malraux. Donc, entre 1903 et 1968, donc rappelez-vous, avant, elles n'avaient pas le droit de concourir au prix de Rome. Il y a eu donc 24 femmes pensionnaires à la Villa Médicis. Hein. Quand on avait le prix de Rome, on pouvait aller peaufiner son enseignement à la Villa Médicis en Italie. Et ceux qui représentent donc un certain nombre de peintresses, sculptrices, graveuses et musiciennes, parce que le prix de Rome, ce n'était pas que les sculptrices et les peintresses, c'était aussi les musiciennes et les graveuses.
Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques noms, on ne les connaît pas. Là, c'est Odette Pauvert. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est pour ça que je vous ai mis ça ici, c'est un article du Monde qui parle de Lucienne Eulemans, qui est d'origine belge, qui dit son succès a créé un précédent et marque l'abolition d'une tradition plus de 3 fois séculaire et constitue une éclatante victoire du féminisme. Parce qu'elle a eu, donc, c'était la première femme à avoir eu, oui, ce que je ne l'ai pas dit, le prix de Rome en sculpture. Voilà, c'était la première femme. Donc, ça y est, une reconnaissance, c'est l'abolition d'une tradition séculaire. Ça, c'est extrêmement intéressant, c'est cette reconnaissance de nouveau à travers certains hommes, journalistes ou critiques d'art, de reconnaître les femmes en tant que telles, au même niveau que les hommes, en tant qu'artistes à part entière et pas sous-artistes ou avec une aspiration moindre. Ou alors, si Raffine de Senlis, je vous l'ai mis. Bon, c'est très gai, c'est très naïf comme œuvre. Pourquoi je vous l'ai mise? C'est une femme complètement à part entière, parce qu'elle est complètement à part, je veux dire, elle n'a rien à voir avec, elle n'a pas fait l'école, elle était complètement autodidacte, elle était complètement découverte par hasard, donc elle était, enfin, même pas gouvernante, une domestique, elle était découverte par un critique d'art qui l'a exposée, elle a eu beaucoup de succès. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on la connaît, bon, elle a fini l'hôpital psychiatrique, elle a tout dilapidé, c'est qu'on la connaît parce qu'il y a eu un film. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu de film, on ne la connaîtrait pas. On ne connaîtrait pas son histoire. Comme Camille Claudel, comme aussi Artemisia Gentileschi, qui a aussi, effectivement, il y a eu un film en dehors des documentaires. Donc, en fait, à partir du moment où il y a vraiment le grand écran ou le petit écran qui s'intéresse à ces femmes et qu'on montre de manière récurrente des documentaires ou des films sur ces femmes-là, eh bien, ça rentre dans la tête des personnes. Et quand on dit, ben voilà, donne-moi des noms d'artistes, eh bien, on les cite. Alors qu'avant, on cherche. Voilà, si on ne donne pas de nom, donc c'est pour ça que c'est extrêmement important la communication. C'est le fait qu'elle soit présente, au même titre que les hommes dans la communication, dans le niveau des expositions, au niveau des affiches, etc. Je fais une petite aparté justement dans le journal que je vous ai montré, La femme ici et ailleurs. Pourquoi ce journal a été créé, hein, donc c'est tout simplement c'est tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que en dehors d'Internet, hein, eh bien, il n'y a que 20% des femmes qui sont représentées dans les moyens de communication, 20% donc sur 100, et dans les 20% de la communication en général, donc tout ce qui est médias écrits, télévision, radio, eh bien, c'est la femme qui est victime, voilà, ou la femme dans son rôle de mère ou de maman, d'épouse, etc. Et qu'en fait, les femmes inspirantes, donc ça représente 8 à 10%, pas plus. Et les femmes inspirantes, c'est des artistes, donc musiciennes, ce que vous voulez, chanteuses, c'est des médecins, c'est des scientifiques, c'est des femmes politiques, c'est des femmes d'affaires, des femmes qui font partie du CAC 40. Donc c'est extrêmement petit. Et ça, c'est des chiffres d'il y a 2-3 ans. Voilà, donc pour vous montrer qu'à partir du moment où les femmes, elles sont exposées au grand public sur des moyens, sur des médias importants à grande diffusion qui touchent un large public, eh bien, on les connaît, on les reconnaît et on retient leur nom. Alors, ceci étant dit, donc, les femmes artistes entre deux guerres qu'on connaît, Frida Kahlo, on la connaît aussi par ses frasques, aussi par rapport et ses positions donc déjà féministes, anti-capitalistes, donc ses amours tumultueuses avec Diego Rivera. Elle accueille énormément d'artistes, Frida Kahlo. Il y a beaucoup d'artistes qui sont venus au Mexique après la Deuxième Guerre mondiale pour fuir justement le nazisme. Léonore Fini, qu'on connaît également, qui a été Léonore Fini, j'ai un trou là, c'est pas une des femmes, des amantes de Ernst. J'ai un trou, bon, c'est pas grave. Marie Laurencin, Dorothée Taningue. Non, c'est Dorothée Taningue. Donc là, on les voit, les femmes, là, elles fument, elles s'émancipent, elles coupent leurs cheveux. Là, elle conduit. Alors, Tamara Lampica, c'est androgyne. Elle était bisexuelle aussi. On s'affirme aussi au niveau de la sexualité. Ça, c'est intéressant aussi parce que justement, c'est une manière de sortir du carcan, hein, où les hommes et surtout l'Église a enfermé les femmes, le rôle de reproductrice. Donc, voilà, je me moque, je fais ce que je veux. J'ai pas d'enfants, je vis avec des femmes et je suis une femme très bien. Voilà.
Romaine Brooks, justement, ça fait partie de ces femmes-là. C'est une Américaine qu'on ne connaît pas trop, elle s'est installée à Paris. Elle payait son mari, qui était pianiste, pour justement qu'il continue d'être marié, parce que quand même, il y a la société, elle a fait un mariage blanc. Et elle s'est spécialisée sur les portraits de femmes lesbiennes. Alors ça, c'est fabuleux, qu'on est quand même au début du XXe siècle. Donc, on est vraiment dans ce mouvement des années folles. Elle est tombée un peu dans l'oubli. Dans les années 70, elle est morte, donc c'est pas si vieux que ça, hein. Donc des tons gris, là, vous voyez, là, on la voit avec les cheveux courts, le monocle, habillée en homme. Là, elle est en infirmière, hein, donc elle a participé à la Première Guerre mondiale, elle était présente, hein, donc, sur le front. Donc ça, c'est intéressant de voir. Donc, cette affirmation de la femme artiste et aussi de l'identité sexuelle. Parce que surtout à cette époque-là, jusqu'aux féministes des années 70, même encore aujourd'hui dans les nouvelles générations, l'art est souvent indissociable du corps féminin, de l'identité sexuelle. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc le marché de l'art se déplace de Paris à New York. La guerre froide, les Trente Glorieuses, c'est un renouvellement des générations. L'art devient complètement éphémère, il se fragilise, il n'est plus du tout élitiste. Il y a des journaux qui sont spécialisés dans l'art, on en parle à la radio, il y a la télévision qui rentre dans les maisons, donc du coup, on voit des artistes, on voit des expositions en restant chez soi, donc c'est vraiment devenu complètement démocratique, l'art, ce qui est très bien, parce qu'à l'époque, c'était vraiment très, très, très réduit. L'art également, à cette époque-là, eh bien, il rentre non seulement dans les médias, dans les maisons, mais également le public devient aussi acteur, avec tous ces happenings, ces performances, où justement il interfère sur l'œuvre en elle-même. Donc ça change complètement le concept, hein. Donc si on repart de l'Académie des Beaux-Arts, donc les guides de l'Académie Saint-Luc, l'Académie des Beaux-Arts avec Louis XIV, ensuite au XVIIIe siècle, etc., on est complètement hors norme, c'est complètement différent, donc tout s'invente, tout est inventé. Alors bien sûr, avec un tas de courants, alors là, il y en a énormément, dans tous les pays, ça se mélange, c'est éphémère pour certains. Et donc, du coup, bien sûr, ça a donné naissance à beaucoup de femmes artistes. Enfin, donc, c'est une reconnaissance, elles existent en tant que telles. Donc la Sonia Delaunay, on la connaît surtout à travers son mari, hein, toujours dans l'ombre des hommes. Alors qu'au départ, elle faisait des tissus, des robes, donc un art abstrait. Ici, c'est Suzanne Valandon, qui se représente avec l'ami de son fils. Alors, c'était une cougar de l'époque, c'était des scandales, parce que son fils, c'est Maurice Utrillo, mais on connaît davantage Maurice Utrillo plutôt que sa mère, Suzanne Valandon. Elle aussi, elle a eu du succès. En plus, elle avait des thèmes qui étaient choquants, entre guillemets, pour l'époque. Là, Marie Raymond, donc la mère de Yves Klein, dont je vous ai parlé au début, qui a eu 2 prix, hein, d'ailleurs, le prix Kandinsky, et un autre prix prestigieux aussi pour son art, hein. Elle faisait partie des mouvements de l'art abstrait, mais on connaît plus les hommes que ces messieurs. Et là, Dorothea Tanin, qui était donc la dernière épouse de Max Ernst, qui elle aussi dans le mouvement surréaliste. Et on dit que quand il a vu cette toile-là, qui s'appelle Birthday, donc Max Ernst est tombé vraiment impressionné par la qualité, le ressenti, ce que cette toile a pu dégager. Et donc, quand on dit que oui, la femme copie l'homme, etc., pas toujours. Et souvent, dans les couples d'artistes, il y a une auto-influence, mais souvent aussi la femme influence le mari, mais reste toujours par souci d'être toujours en retrait, par l'éducation, d'être toujours pas se mettre en avant. Donc, elle est dans l'ombre l'homme. Et pareil, Suzanne Duchamp, en fait, ils étaient 5. Hein, Suzanne Duchamp, il n'y a pas que Marcel Duchamp. Et bien, sa sœur aussi était artiste, mais on retient que Marcel Duchamp. Bon, après, avec son urinoir, c'est vrai qu'il a fait quand même sensation, mais elle aussi était artiste et on la connaît moins. Alors, Germaine Richier, on la connaît. Alors, pourquoi je vous parle d'elle? Parce que en fait, elle a fait beaucoup c'est en Suisse, hein, qu'elle a eu de succès, l'international aux États-Unis. Elle fait partie de la même mouvance de Giacometti, de Marini, et c'est seulement qu'en 2014 que ces sculptures ont dépassé le million. Parce que la reconnaissance, n'est pas uniquement avoir des commandes, passer à la télé, ou bien avoir un reportage ou un film, mais c'est aussi en termes d'argent. Et ça, je vais je vous donnerai après à la fin les chiffres, parce que quand on voit un Jeff Koons, hein, qui vend ses sculptures à 90 millions en termes de dollars maximum, hein, et la femme, l'artiste vivante la plus cotée, c'est que 12 millions, il y a quand même
un écart. Et là, donc déjà à l'époque, donc c'est important aussi parce que la reconnaissance, c'est aussi à ce niveau-là. Et donc, Germaine Richier, qui était de la même de même mouvement, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a eu des mouvements artistiques, quel que soit le mouvement artistique, il y a toujours eu des femmes. Alors, il y en avait une, il y en avait deux, il y en avait trois, mais il y en a toujours eu. Et donc, elles étaient là, elles étaient toujours un petit peu en retrait, elles n'étaient bien sûr pas mises en avant, mais elles ont toujours fait partie de l'histoire de l'art. Et donc, Germaine Richier, ce qui est intéressant, c'est que ça a été la première femme à avoir une rétrospective au Musée national d'art moderne en 1956, soit un tout petit peu avant sa mort, en 1959. Ça aussi, c'est intéressant de se rendre compte que les femmes artistes ont eu une reconnaissance dans les grands musées quand elles étaient des grands-mères. Hein. Alors, bon, ça aussi, il faut le noter. Donc, en dehors de sa qualité de ses insectes, ses hybrides, etc., ces personnages un petit peu curieux, voilà, donc le million qu'en 2014. Alors que Giacometti, je peux vous dire que ça fait longtemps qu'il dépassait le million. Hein, donc, idem pour Louise Bourgeois. Louise Bourgeois, donc avec ses araignées. Et puis, donc, c'est intéressant, ces phallus qui sont exposés comme des morceaux de viande. Justement, elle voulait dénaturer cette partie de l'homme dans le sens où c'était pour le phallus qui est le côté très puissant, le côté dominateur, et bien voilà, il est suspendu au même titre qu'une vieille chaussette. Donc c'est intéressant cette conception. Elle, c'est aux États-Unis qu'elle a fait carrière, qu'elle a fait une grande carrière, qu'elle a été connue, beaucoup moins en France, donc elle appartient à différents mouvements. Et pareil, c'était la première femme à avoir eu une rétrospective à New York en 1982, à 70 ans. En France, la France lui a rendu hommage au centre Georges Pompidou. Elle n'avait que 96 ans. Donc, elle est quand même française à la base. Hein. Bon, c'est intéressant de voir un petit peu la reconnaissance qui vient extrêmement tardivement pour ces femmes. Niki de Saint-Phal, qu'on connaît également par ses tirs, par sa vie aussi très compliquée, hein, avec son père qui abusait d'elle dès l'âge de 11 ans. Famille aristocrate, donc bien pensante, et donc voilà, donc électrochoc, et en fait ce traumatisme, ce viol, cet inceste entre guillemets je dirais pas permis, c'est à développer un art différent chez cet artiste-là. Hein. Donc on la voit, elle tire avec la carabine, c'est un peu comme Artemisia Gentileschi là, qui appartient au mouvement caravagiste, où elle massacre les personnes, où il y a de la colère, il y a de la haine, il y a du ressenti, il y a de l'incompréhension. En plus là, avec son père, donc, ce qui est pire. Et donc cette violence-là, donc, qui sort de cet art-là, eh bien, elle en a fait un moyen de revendication et de sensibilisation, donc extrêmement engagée donc, sur les femmes, contre le racisme, avec ces nanas qui sont énormes, qui sont imposantes, comme elle dit, c'est des femmes qui sont gaies, qui sont joviales, c'est la maternité, elles écrasent l'homme. Donc il y a vraiment ce sentiment de cette femme qui se sent toute petite, carabusée, et puis avec une société qui ne condamne pas les parents, le père violeur ou l'inceste ou les viols ou la violence faite aux femmes. Donc c'est horrible. Donc du coup, elle exprime à travers cet art-là. Alors, rétrospective en 2014, au Grand Palais, 12 ans après sa mort. Ça aussi, c'est fabuleux. Alors, bien sûr, elle a eu des expos à droite et à gauche, mais le Grand Palais, c'est le Grand Palais, quand même. Quand on sait, quand il y a une expo au Grand Palais, il y a des millions de visiteurs, et c'est des visiteurs au niveau international. Là, c'est 12 ans après sa mort. Donc, comme je disais, voilà, Bourgeois, Richier, etc. Reconnaissance extrêmement tardive ou alors post-mortem. Alors, Margaret Kane aussi, c'est intéressant. Pareil, il y a eu un film sur elle, c'est pour ça qu'on la connaît, avec les fameux Big Eyes. Margaret Kane, elle dessine depuis toujours. Elle fait ses personnages un petit peu atypiques avec des très gros yeux, surtout des enfants et des petites filles et des petits garçons, des jeunes adultes. Et en fait, elle s'est mariée avec un monsieur, William Kane, qui était aussi un artiste, mais qui a beaucoup moins de succès qu'elle, et qui était surtout un très bon commercial. Donc, du coup, il signe l'étoile de sa femme, donc il met son nom, William Kane, mais c'est elle qui peint. Et donc,
Il est passé à la télévision. Donc, gros succès, on est en plein années 70. Hein, donc, du coup, il y avait des cartes postales qui sortaient. Donc, l'art, hein, comme je le disais, dans les années 70, l'art rentre dans les foyers. Il s'expose également à l'extérieur, mais également dans des médias. Il y a des couvertures on en parle dans les journaux. Il y a des livres, des journaux qui sont spécialisés sur l'art de plus en plus. Et donc, lui, vraiment, il développe ce côté très marketing de ces big eyes sous forme de cartes postales, d'affiches, etc. Il va sur les plateaux de télé. Et puis, bon, bien sûr, elle travaillait comme une folle. Enfin, elle peignait. Il l'enfermait carrément pour qu'elle peigne ses toiles. Et puis, un jour, elle en a eu marre, hein, forcément, parce que les sous, c'est lui qui les récupérait. À l'époque, la femme n'avait aucun droit. Hein, je vous rappelle, on est quand même en années 60-70, hein, donc pas le droit d'avoir un chéquier, même si c'était aux États-Unis, mais c'est du même acabit. Donc, elle veut récupérer la propriété intellectuelle de ses œuvres et également récupérer les sous. Hein, et là, c'était compliqué parce que c'était pas possible, parce qu'on dit bah non, si c'est votre mari qui peint, c'est pas vous. Et dit bah non, si c'est moi. Et donc, ça a été extrêmement difficile pour elle. Et lors d'un procès, donc elle a mis au défi son ex-mari de peindre donc ces fameux big eyes. Donc elle a fait ces personnages avec ses grands yeux. Et monsieur, il a prétexté un mal d'épaule pour pouvoir ne pas peindre parce que bon, bah, voilà, il savait pas peindre parce que c'était elle qui peignait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça a été une grosse supercherie. Et là, ça a été une remise en cause aussi de l'art parce que monsieur, il se présentait comme peintre, comme artiste. Donc, il racontait qu'il se levait à telle heure, qu'il peignait comme ci, les pigments, la peinture, les toiles, machin. Il racontait n'importe quoi. Donc, il a embobiné les critiques d'art. Et donc, en fait, c'était du flanc complet. Et en fait, il y avait la petite main derrière son épouse qui faisait de l'art, qui peignait, je veux dire. Et donc, du coup, ça a été une vraie supercherie par rapport à tout ça, quoi. Donc, une remise en cause des artistes et du côté artistique, parce que, bon, voilà, derrière, il peut y avoir des mensonges. Ce qui est marrant, c'est qu'en 64, elle révèle la vérité au grand public, et c'est qu'en 86 qu'elle peut signer son travail. Qu'en 86. C'était très loin. Ils ne voulaient pas lui donner le... Ils disaient, c'est pas possible, c'est pas elle qui peint, c'est monsieur. Parce qu'ils ont été embobinés. Donc, du coup, ils ne voulaient pas reconnaître leur erreur. Donc, la société en général. Donc, c'est un concept intéressant. Alors là, justement, on arrive dans les années 70, où le corps devient support de l'œuvre. Là, c'est assez violent. Voilà, on est en pleine revendication, l'avortement, le droit des femmes, l'égalité salariale. Et c'est vraiment le corps qui est approprié par les femmes. Et elles le violentent, ce corps, parce que souvent, elles sont elles-mêmes victimes de violences, d'inceste. Souvent, les thèmes des féministes de l'époque, c'était l'érotisme, le sadomasochisme. C'est une manière de dire c'est mon corps et j'en fais ce que j'en veux. Et mon corps, il n'est pas forcément sensuel, sexuel, érotique. Je le martyrise. Cette œuvre, cette photographie, cette mise en scène, c'est une cubaine, américo-cubaine, Ana Mendieta, Rape Scene, donc c'est scène de viol. Alors, Ana Mendieta, elle avait beaucoup de succès et elle s'est disputée avec son mari, qui était aussi artiste, et malencontreusement, elle est tombée de son immeuble du 30e ou 40e étage et elle est morte. Et à l'époque, on dit, bah non, c'est un accident, elle est tombée toute seule. Alors, chaque année, même encore aujourd'hui, quand il y a une exposition du mari, de l'ex-mari, du veuf, on va dire, de Ana Mendieta, il y a les mouvements féministes qui disent c'est un féminicide. Ana Mendieta, elle n'est pas tombée de sa fenêtre. Il y a une dispute, il a poussé. Et donc, chaque année, il y a donc dès qu'il y a une femme qui est morte ou qui a été maltraitée, ou des femmes artistes, ou dans tous les milieux, il y a ces mouvements féministes. Alors, je ne sais plus si c'est... l'équivalent, c'est pas de balance ton porc, aux États-Unis, où justement ils disent, ben voilà, comment c'est possible que vous mettez à l'honneur des violeurs, des assassins, il y a des femmes qui sont mortes, ils ne devraient pas pouvoir exposer, ils ne devraient pas avoir de couverture médiatique, ils ne devraient pas être là. Donc ça, c'est intéressant comme concept. Et c'est récent, c'est depuis 2-3 ans. Voilà. Donc, pour revenir à Ana Mendieta, donc scène de viol, donc on suppose qu'elle a dû être violée. À Marina Abramovic, alors elle prenait des drogues. C'était une Serbe, donc il y avait à l'époque, c'était la guerre froide, donc c'était contre les États-Unis, Cuba, le bloc de l'Est, etc. Donc elle était limite, elle partait carrément, elle a failli mourir plusieurs fois en prenant des drogues. Et elle aimait bien provoquer, voir le regard de l'autre, donc lors de ses happenings et performances.
Donc, elle soutenait le regard de la personne, donc elle était nue, pour voir un peu la réaction des personnes, pour voir un peu le corps comme il est, alors qu'un corps, c'est un corps, en fait. C'est le regard qu'on porte sur ce corps qui devient érotique ou pas. Et donc, justement, c'est toute cette approche-là qu'elle développe à travers ses performances. Et donc, il y en a une aussi qui est assez connue, où elle est avec son ami de l'époque. Donc, tous les deux sont nus, donc ils se font face à face. Et en fait, donc, les personnes qui participent, donc les spectateurs et spectatrices, doivent passer d'un endroit à l'autre. Et ils sont obligés, à un moment donné, de choisir de quel côté ils doivent se coller. Parce que c'est tellement étroit entre les deux corps. Soit ils se collent du côté de l'homme ou de la femme, et il y a aussi ce côté contact. Donc, c'est bon. Et donc, ça a été filmé pour justement voir un petit peu le côté gênant ou le corps si on se met plutôt du côté de la femme, on touche la poitrine, ou du côté de l'homme, etc. Donc des performances un petit peu particulières chez Abramovic, qui est toujours vivante, qui continue d'ailleurs toujours d'exposer et de faire ses performances à son âge. Là, donc, comme je disais, donc, c'est une violence aussi qu'on s'inflige soi-même. Gina Pan, là, qui se faisait du mal aux paupières, là, qui s'essaigne. Des corps ensanglantés, donc des mutilations aussi. Donc aussi, toujours pareil, donc l'excision, des choses comme ça, donc des corps mutilés, des corps broyés. Donc c'est sanglant, hein, voilà, donc c'est le corps sous une autre forme, un corps qui n'est pas sous un regard masculin, qui n'est pas érotisé, c'est un corps déchiqueté, un corps qui souffre. Linda, j'en profite pour te dire qu'il est un petit peu tard. Si tu veux bien qu'on finisse rapidement. Oui, je me dépêche. 20h33. Oui, je me dépêche. Bon, je me dépêche. Du coup, ça m'a perturbée. Oui, alors je vais vite. Alors là, donc pareil, donc les années 70, donc le corps support de les femmes, donc qui revendique donc l'instrumentalisation du corps de la femme, donc avec Linda Benglis, Valley Export, qui était intéressante parce qu'elle était donc torse nu. Elle avait une cage en carton là, et puis en fait, elle demandait aux hommes de toucher. C'était en fait le côté, le consentement. C'est-à-dire là, je te donne l'autorisation, mais quand c'est non, c'est non. Voilà. Donc, c'est tout ce questionnement des années 70 qu'on retrouve encore aujourd'hui, puisque ça n'a pas vraiment évolué, bon, guerre, on va dire. Donc, il était déjà donc, des thématiques des artistes de l'époque. Bon, je me dépêche alors, hop. Orlan, voilà, Orlan, donc une artiste française. Donc, pareil, ces mêmes mouvements, donc le baiser de l'artiste, le consentement qu'on voit ici. Elle qui donc son corps, et vraiment elle a transformé son corps avec plein de chirurgie qu'elle se filmait. Elle se mettait des choses dans le corps. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ça. C'est le pendant de Courbet, hein, donc l'origine du monde. Et bien là, ce tableau s'appelle l'origine de la guerre. Voilà, donc le viol, hein, quand il y a des guerres, hein, donc on viole les femmes, on fait des enfants, voilà, le viol par le soldat, le guerrier, l'ennemi, etc. Donc aussi donc des revendications. Ce tableau-là, il est assez récent, hein, les années 90, hein, l'origine de la guerre. Bon, je me dépêche. Judy Chicago, donc pareil, il a fait un énorme triangle, première œuvre féministe épique. Presque 1 million de femmes y sont gravées avec des représentations, alors des femmes pas que artistes, hein, des femmes musiciennes, mathématiciennes, médecins, enfin, tout ce que vous voulez. Elle a voulu marquer leur nom et, pour montrer qu'elles existaient, qu'elles ont toujours existé, avec donc un objet qui les caractérise. Judy Chicago, c'est vraiment une référence, hein, dans ce thème-là, hein, donc son fameux dinner party. Alors, des expositions en mode féminin, j'ai bientôt terminé, j'en ai encore pour 3-4 expos de diapositives. Alors, donc, avec tout ceci, donc, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait de plus en plus donc, de femmes artistes quand même qui arrivaient, qui exposaient. En 2009, il y a eu l'Expo Elle qui a attiré énormément de visiteurs au centre Pompidou. La femme, la commisseuse de l'Expo qui a créé ce mouvement, a décidé de créer ce prix Award, donc à décerner aux femmes artistes de moins de 40 ans pour éviter que les femmes n'aient pas une rétrospective à 90 ans, comme on a pu le voir. Elle a un site internet où elle met à l'honneur que des femmes artistes vivantes du début XXe siècle de tous les pays. Donc, depuis qu'il y a eu donc, les mouvements Balance ton port, MeToo, il y a de plus en plus il y a eu une reprogrammation, même encore aujourd'hui. Donc, on met de plus en plus de femmes à l'honneur dans les expos, etc. De plus en plus, ça c'est extrêmement positif. Il y a aussi donc tout
une nouvelle génération de femmes qui arrivent aussi, donc qui ont fait les différentes écoles du Louvre, différentes écoles donc, où elles sont sensibles à la cause féminine. Il y a la montée de jeunes artistes également qui est toujours dans la provocation. Joan Vasconcelos, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est donc d'avoir une quarantaine d'années. Elle a fait scandale avec ce magnifique lustre. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que le lustre est fait avec des Tampax. Voilà, donc c'est au château de Versailles. Et par contre, bon, ces escarpins Marilyn ou ces des couvercles de casserole, là, ça fait moins scandale. Mais bon, les Tampax, c'était un peu plus gênant. Même bon, bien sûr. Voilà, donc c'était l'idée de donc la féminité de la femme dans son intérieur représentée de cette manière-là. C'était gênant et même encore aujourd'hui. Les nouvelles générations, donc pareil, la pornographie, donc on continue dans les revendications pour certaines femmes, donc avec des affiches sur le consentement, sur la pornographie qui est une violence faite aux femmes. L'identité avec des artistes, Zoé Leonard, des artistes Care, où là on voit une Marilyn, où c'est en fait un homme avec de la poitrine. Donc toujours pareil, donc l'identité, la sexualité, donc les dénonciations, là c'est des femmes qui ont une quarantaine d'années, qui sont jeunes, 30 ans, 40 ans. Bon, je vais vite. Les femmes artistes sont partout, dans le street art également. Mystique est l'une d'entre elles, une soixantaine d'années aujourd'hui. En 2014, il y a une exposition faite à Paris que sur le street art féminin. L'art monumental qui est à l'extérieur, qui est dehors également, avec des femmes, là c'est des femmes françaises, donc je donne des noms pareil, elles sont dehors, on ne les connaît pas. Mais elles existent, elles sont partout les femmes dans l'art. Hein. C'est juste qu'on ne donne pas assez de visibilité. Donc là, comme pour revenir donc à l'intimité, donc là avec le lustre, ça s'appelle la fiancée de Vasconcelos avec ses tampax, eh bien Marianne, qui est une française, Rosenstiel, elle décide de faire des femmes avec leurs règles, parce qu'après tout, on voit bien des morts, des gens qui saignent, des hommes coupés en deux, dans les films, dans les publicités, enfin pour moi dans les publicités. Alors on dit pourquoi pas les femmes, pourquoi est-ce qu'on doit mettre du bleu, pourquoi est-ce qu'on doit être caché? Après tout, ça fait partie de notre vie, quoi. Toutes les femmes du monde ont leurs règles, je montre. Donc c'est un côté un peu provocant pour provoquer. En 2019, alors pour les Parisiennes, je ne sais pas si vous avez pu voir le gang du clito qui a placardé dans les villes, donc cette campagne pour dénoncer le fait que dans les manuels de sciences naturelles, on ne parle pas du tout du clitoris. Donc là, c'est le clitoris, mais alors toute la partie, pas que la partie immergée, et qu'on ne sait pas en fait à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit peu un peu provoquant également. Donc il y a vraiment une volonté donc, de montrer, voilà, donc on est toujours dans cette même veine, même s'il y a bien sûr pas tout le temps des artistes femmes qui parlent de ça ou qui peuvent faire des fleurs ou n'importe quel type d'art. Mais disons qu'il y a toujours cette même veine dans la revendication de l'identité, de la reconnaissance de la femme dans l'art. Alors on peut se dire, là, je termine, c'est ma dernière diapo, où est-ce que nous en sommes en 2020? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune femme artiste vivante parmi les plus cotées, aucune. Jenny Saville est l'artiste vivante la plus chère au monde, donc toile vendue à 12,4 millions de dollars, alors que James Coon, c'est 90 millions, donc l'écart. En 2019, 4 femmes contemporaines ont dépassé le million, seulement 4 femmes contemporaines. Si vous écoutez un peu la radio, si vous regardez un petit peu sur Internet ou dans les revues spécialisées, donc les ventes aux enchères, vous verrez qu'il y a beaucoup d'hommes qui vendent plus d'1 million d'euros, de dollars. Là, en 2019, que 4 dans les contemporaines, que 4. Dans le top 100, il n'y a que 12 femmes cataloguées par Art Price, donc des 100 artistes, que 12, donc c'est même pas un tiers. Christie's, donc on s'intéresse quand même à la cause des femmes, donc ça évolue lentement, mais bon, tout doucement. Christie's a créé un événement en mars 2019, donc il y a un an, ne proposant que des femmes artistes à la vente dans ses enchères. Ce qui est intéressant, en France, 60% des artistes diplômés sont des filles, alors qu'elles ne représentent que 15% des collections publiques. Il y a des fonds qui sont débloqués par l'État, où on fait pour donner un coup de pouce aux artistes. Eh bien, quand on expose, eh bien, ce sont des artistes hommes qu'on choisit, enfin des jeunes gens, des jeunes garçons, plutôt que des jeunes filles. Donc, on peut se poser la question au début, y a-t-il un art masculin, un art féminin? Est-ce qu'on peut distinguer une toile d'un homme ou celle d'une femme? Parce que justement, on va plus préférer l'homme ou la femme. Est-ce qu'on peut détecter s'il y a un art derrière? Au Louvre, là, c'est franchement édifiant. Il y a plus de 5000 œuvres au Louvre.
eh bien, il n'y a que 42 œuvres exposées. Donc, alors, je vous en ai montré pas mal, hein, donc et encore, je n'ai pas tout mis, bien sûr. Il n'y en a que 42, ça fait même pas 1%. C'est absolument ridicule. Et sur les 42 œuvres exposées, ce ne sont que 28 noms de femmes, parce qu'il y a des femmes qui ont exposé 2-3 œuvres. Mais donc, 28 femmes, on va dire 28 femmes artistes qui sont exposées actuellement au Louvre. Orsay, ça fait un petit peu plus, hein, 7%. Et parmi ces œuvres, eh bien, ce sont des miniatures et des dessins. Donc voilà, donc j'ai un petit peu accéléré la fin. Je suis désolée, je suis un petit peu longue. Voilà, donc j'espère que vous avez bien voyagé dans le monde de l'art depuis l'Antiquité à nos jours, que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Donc voilà, donc mesdames et messieurs, continuez d'aller dans les musées, mais en mode féminin. Regardez les noms. N'hésitez pas à mettre quand il y a à la fin le livre d'or, super expo, mais c'est dommage qu'on ne voit pas de femmes artistes dans ce thème, quand c'est des thématiques particulières, ou peut-être pourquoi il n'y a-t-il pas autant de tableaux de par tel artiste femme. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous sur tous les noms que je vous ai donnés, vous verrez qu'elles ont eu une vie incroyable et extraordinaire, et qu'elles méritent d'être connues et reconnues du grand public. Voilà. Oui, merci Laurence. J'ai accéléré. Je suis désolée de t'avoir bousculé parce que c'est très, 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 très riche. Écoute, je voulais dire aussi que je voulais remercier toute l'équipe d'Oser le féminisme là, parce qu'on a été plusieurs à préparer voilà, ce webinaire. Et là, à la technique et aussi avec moi Oser le féminisme 13, il y a Daniela Lévy que vous avez à l'écran. Et puis, je dois aussi remercier Cindy qui nous a accompagnés tout au bout sur le plan technique et encore maintenant. Voilà, Cindy Vialon d'Oser le féminisme également. Donc, merci à elles deux. Et alors, Laurence, donc c'est vrai, c'est d'une densité énorme. Hein, je te remercie beaucoup pour. J'essaie de condenser. Hein, oui. C'est-à-dire en plus aussi à la fin, vers le XXe siècle, il y a une explosion de choses à dire. Bon, alors écoute, je t'ai envoyé sur ton WhatsApp. J'ai pas regardé. Alors, oui. Je veux bien regarder quelques questions. Page 19. Oui, bon, écoute, tu réponds à celles que tu veux. Je les ai mises dans l'ordre où elles apparaissaient. Et oui, il y a d'abord. Des artistes sorcières. Je ne sais pas s'il y a eu des femmes artistes qui ont été traitées de sorcières. Ça, c'est une bonne question, ça. Je ne sais pas. À vous le diaporama, il n'y a aucun nom, il n'y a pas de problème. Je peux vous envoyer le nom des femmes artistes. Oui, si tu veux bien me l'envoyer, puis comme ça, on la mettra avec le lien YouTube quand on enverra le lien YouTube. Il y a sur la question des sorcières aussi une personne qui dit lire La sorcière et l'Occident. Oui. Et qui dit est-ce qu'on peut dire s'il y a eu un impact de la chasse aux sorcières sur les peintres, sur leur art, sur leur place dans la société. Ouais. Alors, la chasse aux sorcières, c'est plutôt la début Renaissance. Après, bon, c'était surtout des femmes qui exerçaient plutôt, entre guillemets, la médecine, si je ne m'abuse, hein, qui faisaient la concurrence aux médecins ou aux curés, parce qu'elles connaissaient les plantes, l'art des plantes et comment soigner. Alors, dans les arts, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout sur les sorcières. Après, c'est vrai que le Moyen-Âge, début Renaissance, c'était surtout des Italiennes qu'on avait comme nom. Hein. Donc, c'est vrai que en France, bon, après, les choses sorcières, il y en a eu aussi en Italie. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'elle a peint la scène ou est-ce qu'elle était au couvent, oui, parce qu'elle était au couvent. Elle a fait pas mal d'art. Enfin, franchement, elle est vraiment à connaître, cette Plotia Nelly. C'est vrai surtout que c'était un tableau énorme. Donc, au couvent, après, il y avait les couvents, attention, il y avait des couvents, il n'y avait que des femmes qui, entre elles, de mémoire, parce que je connais pas mal de bio, mais peut-être pas tout en profondeur. Elle était, entre guillemets, directrice, si je puis dire, d'un couvent où elle enseignait l'art
aux femmes, aux nonnes, si vous voulez. Donc, elle a peint là-bas, elle enseignait l'art aux nonnes, donc aux religieuses. Et donc, ça n'a pas été un souci particulier parce qu'il y avait beaucoup de nonnes qui peignaient, hein, ça, beaucoup, énormément, qui chantaient, qui étaient musiciennes également. Il y a quelqu'un qui a posé une question, je ne l'ai pas notée, elle était un peu longue, sur justement les modalités de transmission de l'art aux femmes. Bon, mais tu l'as en fait traité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la question d'abord une question économique et puis, Oui. Un empêchement parce qu'on empêche les femmes d'accéder à telle ou telle école de peinture ou à telle et telle façon d'être exposée. Mais la transmission, elle n'est pas spécialement. Enfin, les femmes ont été, elles ont été, je sais pas, c'était leur père ou leur. C'était leur père souvent. Ouais. C'était le père hein, souvent qui transmettait à la fille, hein, souvent. Ouais. C'était souvent comme ça que ça se passait dans ces milieux-là. Après, il y en a eu, mais pas énormément. Et après, c'est toujours pareil. Peut-être qu'il y en a eu plus, mais si on n'a pas leur nom, ça se perd. Oui. Ça se perd. Ouais. Donc, il faut... voilà, donc, il y a tout un travail, c'est déjà été fait dans les années 80, où il y a eu un travail où on a remis à l'honneur les femmes en général, et pas qu'artistes. Et là, ça revient à nouveau. Mais on a découvert qu'il y avait plein de femmes qui exerçaient. Mais après, c'était plutôt donc, au Moyen-Âge et qu'on a pu le voir. Hein, c'était même les femmes qui sont rentrées dans les académies, le père était graveur ou il avait donc un atelier. Donc, du coup, il connaissait le milieu artistique. Donc, du coup, les femmes allaient aussi donc, peaufiner aussi leur enseignement auprès des amis artistes aussi pour certaines techniques. Donc, du coup, c'était un milieu privilégié quelque part. Tout le monde n'avait pas accès à ça. Hein, donc, donc après, là, je vois qu'il y a des questions depuis MeToo. Cela fait seulement 2-3 ans. Est-ce que l'on voit réellement changer de regard? Alors, moi, je dirais que oui. Je dirais qu'il y a un changement parce que du coup, ben là, on a vu avec Christie's là, qui a fait donc, un événement avec que des femmes artistes l'an dernier. Donc, on suppose que bon, là, en 2020, ils ne l'ont pas fait avec le Covid, mais il y en aura sûrement d'autres. En fait, parce que je reçois un petit peu donc, les newsletters de Art Price, de plus en plus, il y a les femmes artistes, ça commence à monter. Donc, si vous voulez investir, messieurs et dames, dans l'art, achetez des femmes artistes. Elles ne sont pas chères pour l'instant. Non, mais c'est vrai qu'il y a un engouement, justement, parce qu'on les redécouvre. Et en fait, on se dit, punaise, il y en avait plein, parce qu'en fait, du coup, chacun ressort un petit peu des peintures ou des choses qu'on a pu hériter de la famille, de femmes. On se dit, mais qui sont ces dames-là? On ne connaît pas, donc on va avoir un expert, quelle époque, etc., etc. Donc, du coup, bah, tiens, est-ce que je vais le vendre? Et donc, du coup, on se dit, ah, bah, tiens, elle appartenait à tel mouvement, mais bon, effectivement, elle n'a peut-être pas trop peint, on ne sait pas trop sa vie. Et il y a de plus en plus, effectivement, ça a changé le regard. Ça, c'était très positif, ça a changé le regard. Et là, bon, là, j'ai pas trop parlé, je parlais plus des femmes artistes, le côté revendicatif, mais il y a de plus en plus des femmes aussi qui peignent si vous voulez, le corps, mais pas comme un corps qui souffre, ou un corps comme le corps support de l'œuvre, ou un corps comme revendication, ou le corps dans sa féminité, par exemple avec les règles, mais un corps avec l'érotisme que la femme peut ressentir sur son propre corps, sur le corps masculin. Donc, et donc, du coup, il y a vraiment un mouvement souvent qui se dégage où on pense nos désirs, on s'affirme. En fait, on s'affirme, on affirme nos désirs, nos fantasmes, etc. Alors, jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment ça parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des fantasmes qui étaient peints c'était la revendication, c'était plutôt ça. Alors moi, j'ai choisi hein, aussi. Hein, donc, bon, après, il y a plein de femmes artistes qui ont fait d'autres choses qui n'étaient pas forcément dans la revendication. Mais là, on assiste à un mouvement donc, par rapport à la question où la femme s'affirme davantage dans son corps, dans comment elle se sent et donc comment elle se représente dans le mode d'expression qui est l'art. Et ça, c'est depuis 2-3 ans, par exemple, le body positivisme où on s'accepte quand on est gros, parce qu'on a des poils, on a des cicatrices, on est comme ci, on est comme ça, on s'aime, on ne répond pas aux canons de beauté. Là, je n'ai pas trop parlé, mais bon, les canons de beauté avec à la Renaissance, où les femmes devaient être comme ci, comme ça, c'est quelque chose qui a énormément marqué, même encore aujourd'hui, avec des modes, avec des canons qui ont évolué. Et là, maintenant, c'est le corps comme il est. Voilà. Donc, par exemple, Jenny Salville, qui est une Anglaise, je vous invite à regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle fait. Eh bien, elle fait des corps énormes, des grosses femmes, des femmes qui sont obèses.
et en plus qui sont comme dessinées comme si elles allaient recevoir une chirurgie esthétique, comme si on allait leur faire la liposuction avec des dessins dessinés, etc. Et elle a un succès monstrueux avec ces femmes-là, des femmes avec aussi un petit peu, ça ressemble un peu des Gone Shield, un petit peu dérangeant, des corps un peu dérangeants, mais des corps comme ils sont, des corps de tous les jours. Et ça plaît, ça, parce que c'est voilà, le corps de beaucoup de femmes, voilà, pas des canons. Donc, depuis MeToo, il y a un regard sur le travail des femmes avec une acceptation qui est différente. Pas forcément le regard des femmes revendicatives, etc., mais tout type d'art. Et puis donc là, les chiffres parlent. Donc les femmes décédées, enfin les artistes décédés ou les femmes d'aujourd'hui, la cote monte. La cote monte et elles sont de plus en plus exposées. Malheureusement, bon là on a vu Hubert Morisseau qui est exposé là il n'y a pas longtemps, mais bon, petit à petit, il y a des expos qui se font dans des endroits illustres. L'idéal serait qu'il y ait des expos de femmes artistes vivantes qu'on puisse voir au Grand Palais, par exemple, au Pompidou, et pas mélanger ou avec d'autres, ou plusieurs femmes. Mais après, c'est toujours pareil, est-ce qu'il faut toujours cataloguer les femmes d'un côté et les hommes de l'autre? C'est ça le problème. L'art, c'est l'art. L'art, c'est l'art. L'art, on n'aime pas. On s'émeut, on pleure, ça nous dégoûte, ça nous laisse insensibles, on rigole. Mais donc, est-ce qu'il faut justement faire un distinguo? Je ne sais pas. C'est un mot d'expression. Donc, voilà, enfin, l'important, c'est comme il y a une évolution entre le début jusqu'à nos jours, il y a une évolution. Et puis, et puis on n'hésite pas maintenant à parler de femmes à tous les niveaux, de ce qu'elles font, de comment elles ont pu inspirer, comment elles ont pu influencer. On remet vraiment à l'ordre du jour ce qui s'est passé, surtout dans les couples de scientifiques, avec l'effet Mathilda, où les apports scientifiques de Madame ont été extrêmement importants par rapport aussi importants que ceux de messieurs, alors que le prix Nobel ou les prix en général ont été plutôt attribués à ces messieurs. Donc on recherche un petit peu tout ça, et puis bon, maintenant, ben voilà, là j'ai lu, ben, je ne sais pas si c'est sur votre page, sur Oser le féminisme ou si c'est sur Les Glorieuses, j'ai vu qu'il y avait que même pas 20% de femmes dans Wikipédia, qu'il y avait une page Wikipédia. 20%, c'est ridicule, c'est ce que je disais, c'est dans la communication. Ce sont ces chiffres-là, en fait, qu'on retrouve. Donc voilà, bon, au moins, ce qui est important, c'est la prise de conscience. Et surtout, la prise de conscience des jeunes générations. Ça, c'est le plus important. Parce que ce sont les jeunes générations qui feront l'avenir de demain. Donc, et qui changeront les choses, parce qu'elles s'imposeront, parce qu'on dira, oh, attends, non, tu plaisantes, c'est comme ci, c'est comme ça. Alors, je ne dis pas que notre génération à nous, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais disons qu'on a moins, peut-être, bon, on a une certaine influence, mais bon, bien sûr, on continue de créer, entre guillemets, mais disons que les jeunes générations, elles vont éduquer leurs enfants de manière différente. On a déjà reçu une certaine éducation, qui était déjà mieux que celle de nos parents ou grands-parents. Mais il y a un mouvement, effectivement, qui va de l'avant, et je pense que, franchement, il n'y aura pas de retour en arrière. Ouais. Alors, alors, il y a effectivement beaucoup de femmes qui ont des problèmes psychiatriques. Il y a Léonore Fini, donc Camille Claudet, Léonore Fini. Il y a eu beaucoup de femmes qui, bon, après, peut-être qu'il y avait des fragilités aussi à la base, mais le fait, bon, bah voilà, donc quand on a. Après, l'art, c'est. L'artiste, c'est des personnes qui sont très sensibles, de manière générale. Ils ont une perception différente et une manière de l'exprimer qui est différente d'une autre personne. Donc, du coup, ils ont une certaine fragilité. Et à partir du moment où il n'y a pas de reconnaissance, où il y a des problèmes financiers, et ben, ça peut mener effectivement à des problèmes, alors plus des problèmes d'inceste, de viol. Il y a aussi quelque chose, alors ça c'est intéressant, c'est la syphilis, qui n'est plus d'actualité heureusement aujourd'hui, mais qui l'a été qui s'était ramené pendant la conquête de l'Amérique du Sud, ils ont ramené la syphilis. Et donc, les marins ont propagé tout ça. Et donc, la syphilis, ça rend fou. C'est surtout le mercure qui est le moyen pour se soigner. Et il y avait donc beaucoup pas que des femmes artistes qui devenaient aussi un petit peu, donc il y a Bollé, par exemple, des Maupassant, qui avaient la syphilis et qui devenaient un peu, qui avaient des délires, des hystéries chez les femmes, parce que les femmes, on les traitait d'hystériques. Ça, c'est intéressant aussi, donc, parce que par rapport à la psychiatrie et au suicide, donc, ça peut aussi. Donc, alors, je ne dis pas que toutes les femmes artistes avaient la syphilis, je ne suis pas en train de dire ça, mais disons que c'était quelque chose qui était aussi assez courant, on va dire. C'est vrai, ça, je sais pas, ce serait intéressant de voir les femmes artistes qui ont la syphilis. On parle plus des hommes, finalement, mais bon. Disons que ça a joué quelque part sur le côté psychologique. Ouais. Voilà.
Il y a Cindy qui vient de nous quitter, qui vous remercie comme nous toutes, et qui dit qu'on pourra envoyer un mail aux personnes inscrites avec la vidéo en replay. Et puis aussi, on peut envoyer la bibliographie de ce que vous avez déjà rédigé. Oui. Et puis aussi, si on peut avoir la liste des artistes qui ont été le support de votre diaporama, ça serait vraiment chouette, quoi. Ah oui, pas de souci, pas de problème. Ouais, ouais, ben, en tout cas, je sais pas si… Voilà, il y a Solène qui dit comptez sur nous. J'ai 21 ans, je suis contente d'avoir cette culture féministe. Voilà, et d'être artiste. Mais bon, on nous signale aussi, il y a encore du travail à faire dans les écoles d'art quand même pour ouvrir les cours d'histoire de l'art Oui, oui. aux artistes femmes, quoi. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Ben, il nous reste à vous remercier parce qu'il est déjà 21h. Ouh là là, oui. Un petit peu tard, oui. Oui. Alors, voilà, je pense qu'il y a pas mal de monde qui a été intéressé, qui est resté jusqu'au bout de votre exposé. Oui, Eh je ben, crois que ouais. Après, c'est la vous… première fois que je fais une conférence en visio, alors je ne sais pas comment c'est perçu, parce que c'est vrai qu'on a l'impression de parler dans le vide. J'ose Oui, rester oui. seule, puis je vois ma tête, donc ça me fait Ouais. bizarre. Donc Et- des fois, bon, ça fait, c'est moins vivant hein, forcément ouais. en, en présentiel. Donc bon, après, Oui, bon, mais bon, là, ça va aussi permettre de toucher des tas de gens partout en France, quoi. C'est aussi ça qui est intéressant. Eh ben, merci beaucoup. merci à vous. Merci Laurence. Merci Daniela, Cindy. Merci à toutes et tous d'être restés jusqu'au bout et à bientôt pour un prochain webinaire sur Oser le féminisme. N'hésitez pas à consulter notre site Oser le féminisme, nos pages Facebook, nos comptes Instagram et à suivre nos actions. Voilà. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir, bonne soirée.